Bonjour, 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 bonjour. On tapote, on tapote rapidement. On revient encore sur, puisqu'il faut garder un peu l'alerte, donc on revient encore sur les scores qui circulent, hein, les scores qui circulent. Échanger un petit peu là-dessus. Vous expliquer en... Oh, Serge, j'ai compris un truc après ton interview. Ah bah vas-y, dis-moi ce que tu as compris, Extramoon. Bonjour à tous. Donc tapotez les gars, tapotez, tapotez, tapotez. Euh, Moi, j'attends les PV d'Elecam. Je les ai pas. Et c'est bizarre. Tous ceux qui demandaient les PV de Chiroma ne demandent pas les PV d'Elecam. Euh, parce que les PV d'Elecam, je ne sais pas pourquoi on les a pas. Parce qu'ils savent qu'on peut détecter la fraude. Les PV d'Elecam, je les attends. Et je vais répondre à un ministre qui n'en est pas à sa première débilité. Là, il faut que je retrouve sa publication Facebook déjà. Comment il s'appelle? Zak Toupou, c'est d'ailleurs le seul crétin qui se mouille, hein. La plupart des ministres de BIA, sur les résultats, ils ne commentent pas. Mais c'est le mec, il a tellement envie d'être renouvelé, il a tellement envie, parce qu'il a fait 7 ans, il y a pris goût, et il sait très bien qu'avec Paul Biya, quand tu es nommé au début du mandat, tu prends en général 7 ans. Donc, il voudrait repartir pour un autre tour de 7 ans. Voilà. Il voudrait repartir pour un autre tour de 7 ans. Où est-ce que j'ai vu son commentaire là sur... j'ai vu ça où? Voilà, c'est ça ici. Donc, je vais répondre à ça. Donc, Fonze Kutumpum, donc c'est un ministre camerounais. Donc, veuillez tapoter. Et je pense qu'un ministre a les moyens de se faire conseiller par un scientifique au lieu de dire des bêtises. Si on cherche la vérité, et si on veut démontrer la vérité sur une question qui est technique, on fait parler des techniciens. On ne vient pas avec son opinion. Donc, je partage le panel. Tapotez, les gars, tapotez, tapotez, tapotez et partagez. Tac, tac, tac. Et puis on commence parce que j'ai pas trop de temps. Hop. Donc, donc, je fais cette publication pour répondre à Momo, techniquement et scientifiquement. Donc, s'il y a des personnes, parce que je sais que c'est un des ministres qui passe beaucoup de temps sur Facebook et qui voit tout ce qu'on fait, et donc je sais qu'il voit forcément tout ce que je fais, puisque à une époque, il était venu me dire, quand je tirais sur les talibans, qu'il... Non, mais je sais, il fait ce qu'il faut, hein. Il voudrait repartir. Donc, c'est pour ça qu'on lui a demandé, est-ce que tu penses qu'après ça, Biava te dit bye bye? Il a dit que non, il est un des rares ministres qui mouille le maillot, quoi. Donc, il mouille le maillot pour dire des bêtises. Donc, moi, je sais pas si... Je comprends pas. Peut-être que c'est moi, peut-être que je suis pas normal. Mais j'ai trop de fierté pour raconter des conneries pour plaire à une autorité. J'ai trop de fierté pour ça. C'est pour ça que j'aurais pas pu travailler au Cameroun. J'aurais eu beaucoup de mal si par moment il fallait que je torde la vérité pour que ça plaise. J'aurais eu beaucoup, beaucoup de mal. C'était pas un pays pour moi. Je le constate. Parce que quand je vois les efforts qu'il fait, ben, je sais pas, je veux dire, je suis là justement pour leur dire, les Camerounais, ils sont plus aussi stupides. À une époque, les gens, parce qu'ils étaient allés à l'école, leur boulot, c'était de venir tromper ceux qui ne sont pas allés à l'école. C'était de venir leur dire, vous voyez l'école là, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et comme très souvent, on n'avait pas d'autres plateformes pour les contredire, ils passaient à la télé et tu ne pouvais pas être invité. Tu étais devant ta télé, tu écoutais un crétin comme ça parler, tu avais envie de le contredire, tu n'avais rien. On est bien aujourd'hui. Et ça, je peux remercier Mark Zuckerberg, je peux remercier les Occidentaux, je peux remercier les Chinois, avec les applications qu'ils ont mis en place pour qu'on puisse leur apporter une contradiction. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui me dit déménage Mbappé. Faites monter dans nous là, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que ça veut dire déménage Mbappé. Dans nous ici, tu peux te faire bloquer pour rien. Si tu as envie de rester un peu plus longtemps sur le panel, fais l'effort. Donc là, malheureusement, tu es obligé de monter. Sinon, tu vas te prendre un blocage. C'est con. Parce que je crois que si tu étais connecté à mon live, c'est parce que tu avais envie de regarder. Donc monte, tu me dis ce que tu entends par déménager et en quoi le déménagement va changer ce que je suis en train de dire. Essayez d'inviter Nanou, là, celle qui a dit déménage Mbappé, s'il vous plaît. Faites-la monter, s'il vous plaît. Non, ne l'insultez pas, faites-la monter juste.
Faites-la monter. Limite, si elle veut m'insulter, je lui donne 2-3 minutes, elle m'insulte et puis après, elle répond aux questions. Est-ce que vous l'avez invité? Est-ce que quelqu'un l'a invité déjà? Donc, je disais tantôt justement que, oui, à une époque, ces gens, ils avaient les médias, ils pouvaient raconter des crétineries, mais ils n'avaient pas de contradiction. Ils avaient une seule vérité. Ces gens ont un logiciel des années 90. Ils sont en train de ils mettent du temps à comprendre que le monde n'est plus pareil. Que pour chaque bêtise que tu dis, on peut t'apporter la contradiction. Il y a quelqu'un qui dit, tu es une femme blanche, tu penses que tu as tous les droits. Où est le rapport? Je parle des statistiques 1,95 m. À quel moment j'ai considéré qu'avoir une femme blanche, ça va tous les droits? Faites monter 1,95 m là aussi, s'il vous plaît. C'est quoi ces commentaires débiles? Juge-moi sur ce que je dis, crétin. J'ai tous les droits de te bloquer de mon live, ça c'est clair et net. C'est les droits que m'offre l'application. Et c'est tout. Parce que mon live, c'est mon live. Si je te bloque de mon live, tu restes sur TikTok. Et TikTok peut décider que tu n'y sois plus. On a viré Makosso récemment, non? Donc, dommage d'ailleurs, parce qu'il faisait un excellent boulot contre les Aésiens, dont je regrette que sa chaîne ait été fermée. J'espère qu'il va la récupérer. Donc, tu viens me dire à quel moment je vous ai expliqué que parce que ma femme est white, j'ai tous les droits. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les gens ne doivent pas penser comme toi. Chacun a ses idées et ses raisons. Il ne s'agit pas de penser comme moi, il s'agit de faire connard. Je ne suis pas en train de te livrer mon opinion. Tu ne connais même pas mon opinion sur Chiroma Bakary. Tu ne la connais pas. Je ne vous l'ai même pas donnée parce que ça n'a aucune importance. Vous croyez que pour faire ce que je fais là, mon opinion compte? Pour que les propos de que ton poumve là soient faux, ça a besoin que de mon opinion sur Chiroma Bakary? C'est ça votre problème là, de la noirie. C'est que tout n'est qu'opinion chez vous. Ben non. Moi, je prends les données et je les analyse. Mais tu as déjà changé quoi dans ton pays avant de demander le changement? Demande d'abord à ton président quand est-ce qu'il m'a donné la possibilité de changer le pays à bout de Bangui. À bout de Bangui, moi je vais t'inviter parce que j'ai l'impression qu'aucun de mes modérateurs n'est là. À bout de Bangui, je t'invite. Tu ne montes pas, je te bloque. Voilà, tu vas monter pour que toi et moi on puisse échanger. Merci. Tu vas monter, tu vas m'expliquer comment je fais si je veux changer mon pays. Là, j'ai envie de changer mon pays. Je fais quoi? À bout de Bangui. Là, franchement, je suis motivé pour changer mon pays de ouf. Dis-moi comment je commence. Parce que je suis désolé. Est-ce qu'il y a un numéro que j'appelle? Où j'atterris en Simalène, je sors avec ma bite et mon couteau, je dis, hey, je vais changer mon pays, les gars. Je sais pas, vas-y, explique-moi comment faire. Bonjour Serge. Bonjour. Voilà, Moi, je suis toujours surpris par des gens qui sont taquins, salopards en commentaire, qui montent subitement et deviennent polis. Si tu affiches la même politesse en commentaire, ça va très bien se passer. Donc maintenant, je te pose la question. Comment je fais pour changer mon pays? Je suis hyper motivé. Donne-moi la procédure. Est-ce que je peux parler? Je t'ai monté pour poser une question, donc tu vas parler d'autre chose après. Putain, respecte-moi, Abou Bangui. Tu veux commencer par polir? Alors, réponds à ma question. Moi, je vais changer mon pays, comment je fais? Mais tu vas m'apporter une connaissance que je n'ai pas. Pas les investissements. Merci. Pas les apports des Dis-moi comment j'investis. J'investis dans quoi? Dans les oranges, dans les ananas, je sais pas quoi. Ceux qui ont investi au Cameroun, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vas-y, dis-moi ce qu'ils ont investi. Donne-moi les produits. Donne-moi les gens qui ont investi au Cameroun que tu connais. Il y a des gens qui sont dans la diaspora. Vas-y, donne-moi une entreprise de quelqu'un de la diaspora au Cameroun qui sert à tous les pays, au Camerounais. Donne-moi un exemple. Mais c'est pas comme tu vas partir au pays. Monsieur, donne-moi un exemple. Arrête de parler. Donne-moi un exemple. Tu vas me parler des meubles. Je connais au moins tellement des exemples. Monsieur, prends le plus marquant, tu me donnes. C'est tout ce que je te demande. Prends quelqu'un qui a une entreprise qui aide le Cameroun, qui est au pays et qui aide le Cameroun. Tu vas me parler des meublés, parce que si tu me parles des meublés, je te dégage, je te bloque direct. Parce que les meublés, c'est les mecs de la diaspora. Chaque fois, tu parles de bloquer. Parce que je vais t'expliquer quelque chose. Je vais t'expliquer puisque tu poses action. Regarder mon live est un privilège. Et ici, c'est nul Nantes, ciné géomètre. Mon live est fait pour les gens qui ont la méthode, la cohérence, l'honnêteté et la sincérité. Ça veut dire que quand tu dis une chose, tu peux la prouver. Quand tu dis une chose, tu l'assumes, tu démontres. Tu ne parles pas pour parler. Si tu es quelqu'un qui parle pour parler, tu n'as pas ta place dans mon live. Je sélectionne les personnes qui peuvent me regarder. C'est un droit ou pas, Abou? Est-ce que j'ai ce droit-là? Tu as ce droit. Merci beaucoup. Donc maintenant, je reviens à toi. Si tu veux me parler des entreprises au Cameroun, parce que tu as parlé d'aider le Cameroun, moi je veux parler d'une entreprise qui aide le Cameroun. Je ne parle pas d'un meublé. Un meublé, ça n'aide en rien le Cameroun. Et d'ailleurs, un meublé, les Camerounais, la plupart ne peuvent pas s'offrir les meublés des gars de la diaspora. Tu vois, un meublé, c'est 50 000 francs la nuit. Donc je te mets au défi de me trouver le nombre de Camerounais capables de se payer 50 colos la nuit. Donc c'est pas pour les Camerounais. Tu sais, toi et moi, que les meublés, c'est pour les gars comme toi et moi quand on va au pays pour... Tu vois ce que je veux dire? Donc vas-y. Réponds à ma question, s'il te plaît. Donne-moi les entreprises des gens au Cameroun qui ont aidé, qui aident le Cameroun. Et dans les Camerounais. Moi, j'ai au moins 3 amis qui sont... Monsieur, s'il te plaît, ne me raconte pas des anecdotes. Je veux des choses que je peux taper sur Internet. Je veux des choses que je peux vérifier direct. 3 amis qui ont des entreprises. Donne-moi le nom des entreprises. Qui s'appelle Bernard Chala. Monsieur,
dans Monsieur, Yaoundé, Douala, monsieur, s'il te Bafoussam, plaît, Boya, Limbé, monsieur, oh et il s'en putain, sort très bien. monsieur, maintenant tu me parles de s'en sortir très bien. Tu m'as demandé de développer le pays. Tu m'as pas demandé d'aller m'en sortir au Cameroun parce que si c'est une question de m'en sortir, je m'en sors très bien ici. J'ai pas besoin d'aller au Cameroun. Si c'est une question de, on parle de comment on s'en sort de part et d'autre, je te dis, je m'en sors très bien ici. C'est pas ça le sujet. Tu m'as dit, tu as aidé ton pays en quoi? Donc, ce qui m'intéresse, c'est que tu me donnes un investissement d'un mec de la diaspora qui est un plus pour le Cameroun. Bon, en l'occurrence, on a établi que les meublés, c'est pas le cas. Les taxis, c'est pareil, c'est pas le cas. Hein? Mon père avait des voitures. Mon père, policier qu'il était, il avait des taxis de transport dans Yaoundé. Et tu sais, mon papa, il avait été l'un des premiers à avoir cette formule suivante. Il achetait un taxi, il te disait, mec, dès que tu m'as versé une recette qui dépasse tel montant, tu gardes le taxi pour toi. Ce qui obligeait les chauffeurs de taxi à être réglo. Je connais des gens qui sont devenus quelqu'un grâce à mon père. Mon père, il achetait un vieux taxi KE30, là, les taxis KE30. Il disait, dès que tu dépasses 4 millions, dès que tu m'as versé plus de temps, c'était pas 4 millions, j'exagère, hein, dès que tu m'as versé plus de temps, le taxi te revient. Voilà. Donc, je suis désolé, c'est pas un plus. Tu n'as pas besoin de venir dans la diaspora pour ça. De même que tu n'as pas besoin de venir dans la diaspora pour aller expliquer aux gens comment on cultive les pastèques. Tu viens à la diaspora, fais une formation d'ingénieur et tu vas voler le travail des petits pauvres qui sont restés au Cameroun. Il faut être un minable et un chien pour apprécier ce genre de choses. Sincèrement. Donc, je te demande un plus. Pour ça, je veux un plus, s'il te plaît. Je veux quelque chose qui est un plus pour le Cameroun. Parce que moi, si c'est pour aller faire ce genre d'investissement, non merci. Je préfère aider les gens. Et de ce côté-là, je peux te démontrer, mon cher ami, en deux, qu'en 2 ans, j'ai envoyé plus de 35 000 euros au Cameroun, non pas pour des investissements, mais pour aider des gens. Aider les gens, comment sais-je? Mais pour aider les gens. Mais pour autant, je ne suis pas en train de te dire que c'est des investissements. J'aide des personnes, je n'aide pas le Cameroun. Tu vois la différence? Je ne suis pas là pour faire des vantardises à 2 balles. Ce que je fais, c'est un sens. J'aide des personnes, mais je n'aide pas le Cameroun. Mais cela dit, mon cher Abou, ce que j'envoie contribue plus au Cameroun que certains de vos investissements. Et je vais t'expliquer pourquoi. Si j'envoie Pourquoi? 35 000 au Cameroun en 2 ans, ces gens dépensent cet argent où, d'après toi, Abou? Au Cameroun. Merci. Quand tu dépenses au Cameroun, quelle est la taxe que tu payes? Que tout le monde paye au Cameroun, peu importe qui tu es. Tu ne Ça payes s'appelle pas, on comment? ne paye pas les taxes au Vas-y, Cameroun. vas-y, dis-moi la tête dont tu connais même pas. On Tu es paye un les taxes au villageois. Cameroun. C'est La toi qui dois TVA, payer les taxes aux frais d'envoi. la TVA, abruti, la TVA, la TVA, TVA. toi aussi. Oh là Et débile La quoi. TVA par rapport à quoi? Par rapport à l'entreprise Bon, quoi? alors, mon cher ami, je vais arrêter là. La TVA existe depuis que je suis au Cameroun. Si tu ne sais pas ça, je te dégage direct. Hein. Je te dis, hein, je déteste les débiles. Je ne suis pas là pour faire ton éducation. Je ne suis pas là pour faire ton éducation, mon ami. Je ne suis pas là pour t'éduquer. J'ai Je dit suis là la pour débattre avec TVA, toi. c'est par rapport aux entreprises ou la TVA, c'est pour les gens que tu envoies l'argent. Monsieur, tu sais ce que ça signifie TVA ou pas, déjà? Commençons par là. Franchement, il ne répond pas à la question, je dégage, je n'ai pas le temps en fait. C'est quoi la TVA d'après toi? Vas-y, dis-moi. Tu vis en France? Tu vis en France? Incroyable, il sait même pas ce que c'est que la TVA, le mec. J'hallucine. Je dis Serge, C'est quoi la TVA? tu es pas en train de faire un débat avec moi. C'est quoi la TVA? Vous êtes la dictature. Est-ce que vous faites Oui, ça à la diaspora? Tu es mon. monsieur, tes émotions, ton sentiment, je m'en bats les couilles. Je veux une discussion structurée. C'est quoi la TVA? Tu vas pas parler d'autre chose. C'est quoi la TVA? Tu me mets Tu peux. la question. Réponds à la question maintenant, vu que tu es débuté. C'est quoi la TVA? C'est quoi la TVA? C'est quoi la TVA? C'est quoi la TVA? Bah voilà, merci. On ne pouvait pas s'attendre à mieux que ça. Je devais acheter un billet de train à ma fille. Extramo, je te laisse gérer le panel 2 secondes. Je quitte l'application pour aller acheter Le un billet à problème, ma c'est que fille. le problème, c'est que j'ai pas les droits ici. Ici, j'ai pas les Attends, droits. est-ce que je peux te donner les droits ici? Ajouter Oui, tu modérateur. peux. Oui, et hop, parce que voilà, c'est bon. Ah merde, j'ai plus de modérateurs. Ils sont nombreux. Comment je fais pour enlever un modérateur? Voilà, demande à Valoumi, il va t'aider à monter les gens. Ma fille discute avec Estramoun, j'achète le billet de train à ma fille et je reviens. Donc, ma chère Kinfri, t'es venu Ouais. apporter la contradiction. Hein? T'es venu apporter la contradiction. Bah oui. En fait, moi, je voulais lui poser une question parce que hier, je crois que j'étais de passage sur TikTok, j'ai vu qu'il était en live hier, ou c'était avant-hier peut-être. Et du coup, carrément, il incitait l'armée à prendre sa responsabilité. Et ça m'a fait rire un peu. En fait, je voulais lui poser la question. Lui qui est anti-coup d'État, anti-militaire, en fait. Voilà, il a toujours été contre le fait que les militaires soient au pouvoir. Mais apparemment, il incitait l'armée à prendre sa responsabilité au Cameroun. Parce que, soi-disant, Paul Biya a été reconduit. Hein. Et je voulais vraiment lui poser la question, en fait. Parce que c'est quand même contradictoire. Parce que lui,
il a toujours insulté les chefs d'État de l'AIS en disant que ouais, c'est des militaires qui sont venus au pouvoir, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas faire avancer le pays, on veut la démocratie, mais pour quelqu'un qui prône la démocratie, et toi tu incites carrément les militaires au Cameroun de prendre le pouvoir. Donc je voulais lui demander son avis quoi là-dessus. Tu es vraiment sûr que c'est avec ces mots Oui, que je suis sûr tu as et expliqué? certain. C'est Il a ça? dit, oui, je suis sûr et certain, il a dit que les militaires, il espère que les militaires vont prendre les responsabilités et que il y a des militaires, c'est sûr et certain, ils ont peut-être envie d'intervenir, mais ils ont peur. Pour ça, il faut que le peuple soit du côté des militaires. Il l'a bien dit. J'ai très très bien entendu. C'est bon, Ah. bien tranchité. Alors, tu m'as Voilà. entendu dire que je voulais un coup d'État gorillesque au Cameroun ou pas? Qu'est-ce que tu entends par l'armée prendre ses responsabilités? C'est la question que je me suis posée. Je me suis Oui, dit, Oh, Serge, ça va, tu es exactement. déjà là. Je montais justement pour lui répondre. Monsieur, tu le as neveu de parlé, Benji. tu as eu le Ça temps va, de ça va. parler. Serge, lui. Tu as eu le temps de parler, de poser ta question. Donc maintenant, je te repose la question et ne bavarde pas, ne va pas dans tous les sens. Qu'est-ce que tu entends par l'armée doit prendre ses responsabilités? C'est quoi le rôle d'une armée dans un pays, monsieur Mafia? Parce qu'on va commencer par là. Définissons quelle est la responsabilité de l'armée au Cameroun. Et tu me vois si parmi les responsabilités de cette armée, il y a le coup d'État. Parce que c'est seulement avec des propos aussi ambigus, voulant monter pour essayer de dire le contradictoire, machin. C'est là où je vous dis que les mecs, hein, Non, quand non, vous les non. voyez monter, attends, je finis. Quand vous les voyez monter ici, Nicolas, et ne jamais contredire dans le fond, c'est parce qu'ils n'ont rien. Dès qu'ils pensent qu'ils ont trouvé un truc, ils montent là, c'est le premier truc. Donc, dis-moi, c'est quoi les responsabilités de l'armée mafia? Bon, en fait, Serge, le mec, il monte sur le panel déjà avec des prétentions. Donc Lui, là, il il pose sait des déjà questions, qu'il est. l'autre il est là, il s'excite, il Il ne veut est pas me laisser sûr. parler. Attends, Mafia. En fait, le mec, il est sûr d'avoir trouvé la contradiction dans tes paroles. Moi, je suis monté justement pour répondre. Heureusement que tu es venu juste avant pour répondre toi-même. Parce que il ne comprend pas le sens de la phrase « l'armée doit prendre ses responsabilités ». Pour lui, l'armée doit prendre ses responsabilités est égal à un gorille doit prendre le pouvoir. Monsieur, C'est pas pareil, mec. monsieur. Le rôle d'une armée dans un pays, c'est d'abord de protéger la population. À partir du moment où la population est en train de se faire... Nicolas, tu es en train de me flinguer mon truc. C'est à lui de répondre à cette question. C'est vrai. C'est à lui de répondre à la question. Merci. Ok, Mafia, c'est quoi le rôle d'une armée? d'accord, déjà. Quelles sont les responsabilités? Ne me dis pas déjà. Réponds à ma question directement, s'il te plaît. Quelles sont les responsabilités d'une armée? Réponds directement à ma question. Merci. Je t'ai laissé parler pendant que j'ai acheté le ticket. J'aurais pu revenir te contredire. Je t'ai laissé, tu as eu le temps de parler librement. Extramoun ne t'a pas coupé. Donc maintenant, passe à la phase technique. C'est quoi la responsabilité d'une armée? Ok, pour moi, ce que moi je sais, la responsabilité d'une armée dans un pays, en fait, c'est de protéger les gens de ce pays-là, en fait, de toute menace qui peut venir de l'extérieur ou de l'intérieur. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Et quand quelqu'un demande à l'armée de prendre ses responsabilités, c'est-à-dire faire quoi? Oui, mais d'abord, avant de répondre... Monsieur, réponds à ma question. Tu vas parler d'autre chose après. Je vais répondre. Vas-y, réponds. C'est pas, il ne faut pas jouer avec les mots. Tu n'as pas dit... Mon cher ami, je sais ce que j'ai voulu dire et je vais te donner un conseil. Monsieur, ne discute jamais avec une personne. Je te donne un conseil. C'est ça. Mon cher, tais-toi 10 secondes. Si tu débloques encore ton micro, je te dégage. Si tu ne veux pas discuter, je te bloque direct. Il n'y a pas de problème. Et je vais répondre après que tu sois là. Tu ne sois plus là. Donc c'est ton choix. Je la vidéo. Je peux Merci. même la faire jouer. Joue la vidéo. Joue-la maintenant. Joue la vidéo. Parce que dès qu'on essaie de te conseiller, mais joue ta vidéo. Non. Joue ta vidéo. D'abord, tu me laisses parler. Joue la vidéo. Tu vas pas me la faire. Joue la vidéo. Dès qu'on essaie de te conseiller, tu textes. Oui, tu m'as coincé. C'est bon, tu as gagné. Joue la vidéo. C'est pas possible. Tu crois que j'ai de l'ego? Tu m'as coincé. C'est bon. D'abord, tu vas m'écouter. Parce que c'est ça, en fait. Tu n'écoutes pas les gens. Non, je vais écouter. Je t'écoute après que tu aies présenté ta preuve. Je vais la jouer quand j'aurai envie de la jouer. Non, mais si tu ne veux pas la jouer, tu me dis, je te dégage. Tu ne parleras pas. Tu ne parleras pas. Tu joues la vidéo. Dans ce cas, il n'y a pas de souci. Je vais faire mon panel. Dans ce cas, je te bloque. Ok, va faire ton panel, abruti. Ok. Dégage. Voilà. Les mecs, en fait, il était tellement sûr de lui qu'il n'accepte pas, il n'arrive pas à comprendre qu'il est déçu. Il donne lui-même la bonne définition de prendre les responsabilités. Est-ce que quand il a parlé avec toi, il a dit que j'ai parlé de coup d'État extramoun? Il a dit que j'avais appelé l'armée à prendre ses responsabilités. Il n'a jamais prononcé le mot coup d'État. Maintenant que lui-même a défini le rôle, prendre les responsabilités, et il voit qu'il n'y a pas coup d'État dedans, il est obligé.
Il est obligé de mentir. Mais oui, Mais Attends, au fait, attends. Serge, non, mais tu sais, Serge, je me suis posé la question, Et tu puis vois, ça, quand tu as fait ton intervention, tu as dit qu'en 2018, c'est toi qui as, bon, tu fais partie de ces personnes, ou peut-être tu étais la seule unique personne qui a demandé de faire entrer les stats C'est un peu dans moi ces qui ai histoires imposé. d'élections. Oui, je suis le premier Camerounais à Mais c'est imposer très grave, l'utilisation de la ça. statistique pendant. Oui, oui, c'est ça. Mais C'est tu n'es exactement pas le ça. seul. Je comprends pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont très très forts en maths et en Je sais, statistiques. Ça mais veut ils dire sont que ceux très qui peu, sont ils sont très peu qui super font, intelligents, ils sont très c'est peu ça. qui font, ils sont Ceux très qui sont peu qui font, super intelligents, ils sont pas dans la politique, au fait. Ils ils s'en sont, foutent totalement, quoi. non, il y en a très peu qui ont le courage de venir parler. Il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi, Ah, mais qui ne peuvent d'accord, pas ok. faire ce que je fais. Et quand il y a des mensonges comme ça, peut-être ils ne prêtent pas attention, parce que je vais te dire un truc, hein. La plupart des Africains font l'école juste pour l'école. Ils ne comprennent pas l'utilisation qu'on peut en faire. Donc, il y en a qui ont fait la Tout statistique, à mais qui ne fait, comprennent tout pas à qu'on fait. peut utiliser la statistique pour faire ça. Je suis donc le premier à venir le faire en 2018, et c'est très bien, ça a commencé à rentrer dans les mœurs. L'opposition qui a gagné aujourd'hui a utilisé les statistiques pour démontrer sa victoire. Donc, on ne peut plus raconter n'importe quoi au Camerounais. Et mon live de juste était justement pour renforcer cela, parce qu'il y a encore un ministre qui soit fait semblant de ne pas comprendre, ou n'a pas compris. C'est l'un ou l'autre. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis venu. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a et qui a quelque chose? Et je suis désolé pour Serge, ouais. moi, je demandais, hein, j'ai juste vu quelques extraits de l'émission. Où est-ce que je peux trouver l'émission dans son entièreté? Fauteuil rouge. J'ai pas vu il y a des extraits partout sur Facebook. J'ai vu des extraits sur TikTok, pas sur Facebook. J'ai vu chez Agent 47, je sais pas si tu connais. Je connais pas. Agent Agent 47. 47 aussi, ouais. Tu Moi tapes, aussi, tu, je suis tu Agent tapes, tu 47 tapes aussi. fauteuil rouge sur Facebook, sur YouTube autant pour moi. Sur YouTube, tu peux trouver aussi. Sur YouTube, tu vas trouver l'émission en entièreté. Ah, fauteuil Ouais. rouge, ok. Oui, tout le monde a une chaîne YouTube maintenant. Non, c'est un vrai plateau de médias. J'étais assez surpris, hein. C'est mon premier plateau que je fais comme ça en direct, quoi. Donc, Non, mais c'est euh, super bien de parler surtout des chiffres. oui, Et pour que c'est les ce que je vais Africains faire là. puissent comprendre que eh, Je vais pour répondre à ce tromper ministre quelqu'un, il en faut être partant. super fort, en fait. Tout à fait, tout à fait. Il faut être super fort pour tromper quelqu'un parce que Non, c'est pas. en Occident, pour tromper des gens, on arrive à être au moins assez minutieux. Mais nous ici, nous en Afrique, c'est simple. En Tu dis Occident, juste un truc en Occident, et c'est quelqu'un bon. peut plus te dire j'ai gagné dans 80% d'endroits. Théoriquement, j'ai pas besoin du reste des 20%. Tu as quelqu'un qui le contredit. Ça n'existe pas. C'est impossible. Les gens ont déjà compris comment fonctionne. Les gens ne comprennent pas comment fonctionne une moyenne. Je pense que les gens qui font ça, ils sont bloqués parce qu'ils croient que c'est une question d'addition. Mais il faut savoir que le score d'une personne à la présidentielle est une moyenne. Ça veut dire que quand tu as un petit échantillon, tu as une petite taille. Mais quand tu augmentes la taille, en plus, quand tu augmentes le nombre de participants, mais tu augmentes la taille de telle enseigne que la moyenne va toujours se stabiliser en fait. Ça va toujours se stabiliser et même pire que ça, plus la taille va augmenter, plus la variance va diminuer. Ça veut donc dire que plus la possibilité de s'écarter la moyenne devient compliquée. Plus la taille est grande, plus s'écarter la moyenne est compliqué. Ça devient une gravité. C'est un peu comme un astre. Un astre qui a une faible masse a une certaine gravité. Plus la taille augmente, plus la gravité augmente. Eh bien, sachez que c'est la même chose avec le score d'une élection. Vous avez un certain échantillon, vous avez une moyenne, vous avez une variance. Cette variance dépend de la taille de l'échantillon. Et quand vous allez augmenter la taille de l'échantillon, la variance va baisser. Et si la variance baisse, ça veut dire que s'écarter de la moyenne devient très compliqué. Je prends un exemple avec les tailles pour que vous compreniez. La distribution des tailles dans une société, elle obéit à la loi normale. La variance est à peu près de 10 cm. Vous allez voir que si vous vous écartez, attendez, je vais voir, je crois que j'ai noté ça quelque part. Je crois que j'ai noté ça quelque part. Comment vous allez voir la décroissance brutale qu'on a quand tu t'écartes de la moyenne avec la taille. Attendez, hop. Serge, c'est bon, j'ai retrouvé la vidéo là. Je crois que c'est ça. Voilà, voilà. Si tu prends la taille d'une personne, n'est-ce pas? Quand tu prends la taille moyenne des hommes, on est à quelque chose comme 1,67 m. Donc, mu, c'est 1,67 m. Mu, c'est la moyenne, hein. En statistique, on utilise toujours mu pour dire la moyenne. C'est une lettre grecque, c'est l'équivalent de M en lettre grecque. Et M qui veut dire moyenne. L'écart type qui est sigma, donc c'est S, pour dire standard. S, ça vient de standard, hein. L'écart standard, c'est 0,1 m, c'est-à-dire 10 cm. Quand tu t'éloignes
Quand tu prends mu plus 10 cm, tu ne trouves qu'une personne sur 6,3. D'accord? Quand tu es au niveau de la moyenne, tu as beaucoup de gens. Hein? Mais dès que tu augmentes la taille de 10 cm, au-delà de 10 cm, tu ne trouves qu'une personne sur 6,3. Tu fais mu plus 20 cm, tu te retrouves avec une personne sur 40. Vous voyez comment ça chute rapidement? Une personne sur 40. Dès que tu t'éloignes, hein, tu as deux écarts types et tu as divisé par 40. C'est-à-dire qu'il y a moins de 40 personnes, de une personne sur 40, qui font plus de 1,77 m. De 1,87 m, autant pour moi. Tu fais mu plus 30, tu as 1,97. Tu te retrouves à une personne sur 740. Tu fais mu plus 40, c'est-à-dire 2,07 m, c'est une personne sur 3200. Vous voyez comment ça chute drastiquement? Ça veut dire que plus tu t'éloignes de la moyenne, moins ça devient probable de trouver des gens qui s'éloignent, qui sont là. C'est ce genre de phénomène, c'est ce type de décroissance brutale que tu as avec la courbe de Gauss. Si tu te retrouves, allez, je vais prendre à 50 cm de plus que la moyenne, c'est une personne sur 3,5 millions. C'est-à-dire des gens qui font 2,17 m. À 2,17 m, c'est une personne sur 3,5 millions. C'est-à-dire que comme la planète Terre a 8 milliards, tu vas trouver peut-être 2000 personnes qui correspondent à ce genre de... tu vas trouver 2000 personnes sur Terre avec des tailles supérieures à 2,17 m. Quand tu passes à 2,27 m, c'est une personne sur 1 milliard. Donc, il y a des gens qui font 2,27 m, il ne devrait pas y avoir plus de 8 personnes sur Terre. Vous pouvez aller regarder dans le livre de Guinness Records. Une personne, quand vous allez à 70 cm, c'est-à-dire 7 sigma, hein, 70 cm, ça veut dire 7 fois l'écart type. Vous êtes à une personne sur 780 millions. Sur 780 milliards, autant pour moi. Autant vous dire qu'il n'y a personne sur Terre. Hein. Il faut combien de Terre à la Terre? C'est 8 milliards de personnes. Tu dis 8 par 78, ça fait à peu près 9. Ça fait à peu près 9 à 8, c'est 72. Ça fait à peu près, allez, on va dire 10, hein, 78. Donc, il te faut 10 planètes Terre. Il te faut 10 fois les habitants de Terre pour que tu trouves une personne qui a ça. Ça veut dire. Hein. Quand on te dit une personne sur 780 000, sur 780 milliards, sachant que la Terre, c'est 8 milliards. Donc, tu fais 780 divisé par 8 milliards, ça fait à peu près 90. Donc, il te faut 90 fois la Terre pour pouvoir trouver une personne qui mesure 2,37 m, quoi. Donc, 2,47 m, tu as une personne sur 1600 milliards. Donc, vous voyez comment ça décroît. Alors qu'on a juste augmenté de quoi? C'est ça, le Z-score, c'est le nombre d'écarts types. Donc, regardez ici là que point Z-score de 9. Point Z-score de 9, on est passé à quelque chose qui est moyen, à une chance sur 8,900 milliards de personnes. Donc, c'est ça les phénomènes qui évoluent suivant la loi normale, quoi. C'est-à-dire que tout va se concentrer autour de la moyenne, et quand tu t'éloignes de la moyenne, ça devient très compliqué à chaque fois que tu t'éloignes de la moyenne. C'est très compliqué. Et donc, les personnes ne comprennent donc pas que quand tu fais la moyenne, encore une fois, puisque tu rajoutes des éléments, tu vas diviser par un nombre qui est supérieur à ce que tu avais avant. Par exemple, si la moyenne, c'est 50%, si j'ai mu égale à 50% sur un échantillon qui a une taille n égale à 1000, si je passe à 2000, la nouvelle taille, c'est 2000. Donc, ce n'est pas par 1000 que je vais diviser, c'est par 2000. C'est ça qui explique la stabilité. Ça veut dire que même quand je prends d'autres scores, je rajoute, mais je divise par quelque chose qui est aussi plus grand. Et donc, si les 1000 de départ étaient représentatifs, il n'y a aucune chance qu'à 2000, ça change. C'est impossible. Et je prends encore un exemple avec les tailles. Si j'ai un stade où j'ai 1000 personnes au départ, qui sont distribuées suivant la société, 80 personnes, poids moyen 80 kg, je rajoute 3000 personnes dans le stade, issues de la même société. Ces 3000 personnes viennent avec une certaine moyenne. Tu as mu échantillon 1 plus mu échantillon 2. Si tu affectes chacune des variables aléatoires par le théorème d'un certain Slutsky, tu peux considérer que la somme va converger vers la moyenne, la vraie moyenne, qui est toujours proche de la moyenne initiale, c'est-à-dire que tu vas être autour de 80 kg. Celui qui arrive, il arrive avec une moyenne de 80 kg, ça te fait 80 fois 3000, plus 80 fois 1000, divisé par 4000, ça fait 80. Voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment les scores sont calculés. C'est pour ça qu'ils pensent qu'en prenant d'autres départements, ça peut changer. C'est pas des additions. C'est une moyenne. C'est des additions et une division. Et donc, quand tu additionnes et tu divises, plus tu as des scores, plus tu as des personnes qui ont voté, plus ta taille augmente. Donc, il faut diviser par quoi? Par la nouvelle taille. C'est pour ça. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui avec la réponse de Momo. Kemda qui est monté, je vais répondre à ta question éventuellement ou prendre ton observation avant de démonter Jean de Dieu Momo.
Kemda Fan Club. Bonjour. Bonjour Serge, bonjour monsieur Serge, comment vous allez? Bonjour. Oui. Ok, pardon. S'il y a un thème, vous pouvez mettre au parfum du thème, mais s'il n'y a pas un thème, j'avais quelque chose à dire par rapport aux élections présidentielles qui se passent au Cameroun. Ah, donc je finis ma démonstration et puis tu pourras parler. D'accord. Merci. J'aurais besoin d'avoir l'écran grand, donc si vous pouvez descendre tous, je vous reprends tout à l'heure parce que comme d'habitude, j'ai toujours mes notes que j'aime présenter. Avec un écran grand, c'est plus pratique, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, je prends le commentaire de Dieu Jean, de Momo de Dieu Jean. Momo, il y a quelqu'un qui dit, avec quoi la loi des grands nombres entre un échantillon, alors qu'avec 10 000, la loi des grands nombres entre un échantillon de 100, bien fait, tu as 3%, après le même résultat. Non, 100 c'est pas 3%. 100, tu vas être à peu près à 5-6%. Tu vas être à 100, 5-6%. C'est facile à calculer. Tu fais racine de 25 sur 100. Racine de 0,25 sur 100. Ça fait combien? Ça fait 0,25, tu divises par 100, ça fait combien? 0,25 divisé par 100 égale, je fais racine, 5%. Avec 100 personnes, tu as une pression de 5%. C'est facile, hein, c'est racine de P facteur de 1 moins P sur N. Et P facteur de 1 moins P a son, a son maximum où? Parce que comme on cherche l'écart type, on va prendre le maximum de la fonction, le maximum de P facteur de 1 moins P. Si tu ne connais pas P, et donc a fortiori tu ne connais pas 1 moins P, tu prends le maximum que ça peut te donner, ça te donne l'écart maximal. Et P facteur de 1 moins P, c'est la fonction X facteur de 1 moins X, elle trouve son maximum à 1,5. Le maximum de cette fonction, c'est 1,5. La dérivée, ça annule à 1,5. Et donc, ça te permet de dire, ça te permet de dire 1,5 divisé par le nombre n, c'est l'écart type. Dans l'écart type, en général, le maximum, c'est 1,5 divisé par la taille de l'échantillon. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein, les gars. Donc, je vous donne une formule très simple. N'allez pas regarder la formule statistique, ça va vous impressionner. Mais sachez que l'écart type, la marge d'erreur, c'est 1,5. C'est 1 quart, pardon, je dis n'importe quoi. C'est 1 quart, c'est la racine de 1 quart divisé par la taille de l'échantillon. Et donc, ici, là, l'échantillon, quand la taille, c'est 100, tu fais racine de 1 quart divisé par 100, ça fait racine de 1 sur 400, ça fait 1 vingtième, ça fait 5%. Donc, avec un échantillon de 100 personnes bien choisies, tu as une précision de 5%. Pourquoi? Parce que le vote, ça obéit à la loi normale, c'est comme ça. Tu ne peux pas aller n'importe où, c'est comme la taille. Tu ne peux pas décider la taille que tu veux. Tu ne peux pas décider que telle personne a 25 ans, il fait 2,76 m. Non, c'est pas possible. Ça va toujours se concentrer autour d'une moyenne. Donc, une personne que je ne connais pas, on me dit quelle taille il peut faire, je vais la situer entre 1,57 m, 1,47 m et 1,87 m. Là, je suis sûr à 95% d'être bon. Si je ne connais pas quelqu'un, me dit quelle taille il fait d'après toi. Ça, c'est tous les sexes confondus. Hein. Mais je vais le situer entre 1,47 et 1,87. Je sais que dans 95% des cas, je suis bon. Je suis bon dans 95% des cas. C'est ça que c'est statistique. Ce n'est pas de chercher le chiffre exact. Et beaucoup de gens n'ont pas compris qu'à une élection, ce n'est pas le score final qui nous intéresse, c'est l'ordre. Est-ce que les éléments que nous avons nous permettent d'établir un ordre? Parce que celui qui gagne la présidentielle, ce n'est pas celui qui gagne avec un score donné, c'est celui qui arrive en premier, connard. Donc, est-ce que les éléments qu'on a nous permettent de dire clairement qui sera le premier? Et vous savez, vos dirigeants au Cameroun, ils vous embrouillent depuis, ils ne vous disent pas ça en fait. Le but du jeu dans une présidentielle, un scrutin uninominal à un tour, c'est de dire qui va être le premier. Est-ce que j'ai un échantillon qui me permet de dire qui va être le premier? Si l'échantillon me le permet, oui, je vais le faire. S'il ne le permet pas, je ne le fais pas. Et je vais vous donner des cas de figure où ça ne le permet pas. Imaginons, j'ai un échantillon qui a 200 personnes. 200 personnes. Dans cet échantillon, j'ai Bia qui a 43% et j'ai Chiroma qui a 44,5%. Est-ce que je peux conclure à ce stade? Eh bien, allons-y, j'ai un échantillon de deux personnes. Donc, comme je ne connais pas les probabilités, je peux m'amuser avec les probabilités en fait. Hein, je peux prendre leur score chacun et calculer leur écart type, la marge d'erreur sur leur score. Je peux le faire, puisque j'ai 43% et j'ai 44% GP. Mais quand vous cherchez le maximum, on va partir avec le maximum. Si on a besoin d'aller plus loin, on va aller prendre les vraies probabilités. Le maximum, je vous ai dit tout à l'heure, l'échantillon a 200 personnes. Donc, vous faites 0,25 divisé par 200
égale. Tu fais racine. Voilà, donc j'ai une marge d'erreur de combien là? Mais non, mais qu'est-ce qui m'a foutu? Allez, on annule tout. On annule tout. Tac, tac, tac. 0,25 divisé par 200 égale. Et je fais racine. La racine, ça fait 3,53%. Voilà. Donc, l'écart type max, la marge, c'est plus ou moins 3,53%. Voilà la marge que j'ai à partir de cet échantillon. Donc, ça veut dire que Paul Biya, c'est 43%, plus ou moins 3,53%. Et Chiroma, c'est 44,5%, plus ou moins 3,53%. Est-ce que je peux conclure? Répondez vous-même, les gars. Avec tout ce que je vous ai expliqué, vous devriez pouvoir répondre. Est-ce que je peux conclure? Est-ce que je peux conclure? Bloquez Gibérou là. Si quelqu'un vient ici tous les jours et ne veut pas comprendre, bloquez-le s'il vous plaît. S'il y a un modérateur, bloquez-le. Si tu viens ici tous les jours et tu ne veux pas apprendre, parce que ton but c'est que Paul Biya gagne à la fin, si tu es obligé de tordre la réalité pour que Paul Biya gagne, tu n'as pas besoin d'être ici. Va ailleurs, dis que Ayop il a gagné. C'est pas grave. Tu es libre de le faire. Mais si tu viens ici, tu viens apprendre. Alors, est-ce qu'on peut conclure? Non, on ne peut pas conclure. Dans ce cas de figure, on ne peut pas. C'est trop serré. Et pourquoi? Pour une raison très simple. 43 plus ou moins 3,5. On a un score de Biya qui est compris entre 39,5 et 46,5. Le score de Chiroma est compris entre 41% et 48%. Voilà. Donc, on a une plage entre les deux, 41 à 46,5, où tout est possible. Dans cette plage-là, l'un peut être au-dessus de l'autre. Vu que c'est l'ordre qui compte, on ne peut pas conclure. Il y a quelqu'un qui me dit, tu te bases sur quoi faire les calculs? Je ne suis pas ici pour vous éduquer, je me base sur la statistique. Si tu ne connais rien, va apprendre, Mona Sawa. Et si tu ne veux pas apprendre, tu demandes à un modérateur de te bloquer, tu dégages. On fait la statistique, tu me demandes, je me base sur quoi pour faire. Je suis ici en train d'expliquer, je suis ici en train d'illustrer un cas de figure où la statistique ne permet pas de conclure. C'est l'exemple que j'ai pris. J'ai dit, imaginons, j'ai 200 bureaux de vote, j'ai 200 électeurs dans un bureau de vote que je considère représentatif des Camerounais. J'ai un bureau de vote qui est un bureau de vote test. Donc, j'ai étudié la sociologie camerounaise. J'en arrive à la conclusion que ce bureau de vote est représentatif des Camerounais. C'est-à-dire que ce qui se passe aux États-Unis font ça. Il y en a plein comme ça. En France aussi, on a des communes dont on dit que cette commune vote toujours comme l'ensemble des Français. Donc, ce qui se passe là, c'est ce qui va se passer en France. Ils ont étudié ça, ils ont calculé les probabilités que ce ne soit pas le cas. Ils en sont arrivés à la conclusion que c'est fidèle. Ça représente la France. Ce sont ce que certains journalistes font. Ils payent des instituts pour ça, pour dire, trouvez-moi une commune où nous, on va aller. Avec les résultats de la commune, là, on va prédire les résultats de l'élection. Et donc, on te trouve une commune que depuis 1928 ou bien depuis 1917, leur vote a toujours correspondu avec le vote des Français en termes de proportion. Et donc, c'est ça, le machin. Donc, je prends une telle commune, il y a 200 votants. Je fais le calcul, je tombe sur Chiroma à 43%, Paul Biya à 44,5%. Et la conclusion, c'est est-ce que je peux dire qui a gagné à ce stade-là? Non, je ne peux pas dire puisque la marge d'erreur est de 3,5% pour chacun des deux. Donc, il existe un scénario où Paul Biya est devant. Prenons par exemple, si Paul Biya est dans sa fourchette haute, 46,6, 46,5, et tu remets dans sa fourchette basse, 41, c'est Paul Biya qui gagne. Je ne peux donc pas conclure. Maintenant, prenons un deuxième cas de figure. J'ai le même bureau de vote. Dedans, Paul Biya est à 17% et Chiroma est à 71%. Ce bureau de vote est représentatif. La taille, c'est 200. Je le rappelle, la marge, c'est 3,5. Est-ce qu'on peut conclure? Là, oui. Si ce bureau de vote est représentatif, l'écart, Chiroma dans sa fourchette basse, 68,5%, 67,5%, pardon, et dans sa fourchette haute, 74,5%. Paul Biya dans sa fourchette basse, 13,5%, fourchette haute, 20,5%. Il n'y a aucune chance qu'il se rattrape. Donc, on peut conclure. Est-ce que vous avez compris comment ça marche, les gars? J'essaie de simplifier au maximum. Chaque jour que je fais le live, j'essaie de me demander comment je vais simplifier pour que les gars comprennent. Là, on ne peut pas. Là, on peut conclure. C'est fini, terminé. Il n'existe pas de situation où Paul Biya rattrape Chiroma dans ce genre de situation. C'est comme ça qu'on conclut avec les stats. Ce n'est pas de dire on ne peut pas conclure parce que la taille est petite. Si la taille est représentative et que les écarts sont marqués, on peut conclure.
Et c'est ce que j'ai fait depuis le début. Hein. Ce n'est pas la magie. Rappelez-vous, la marge d'erreur, c'est un quart divisé par la taille de l'échantillon. Vous voyez que plus l'échantillon est grand, plus la marge d'erreur va être faible. Ça veut dire que plus ça veut dire qu'on a plus de chances d'être proche de la moyenne de l'échantillon. Et plus la taille est grande, plus la variance est faible. Par exemple, si vous avez un échantillon de 2 millions, la variance dedans va être tellement faible que même en passant à 4 millions, ça ne va rien changer. Ça veut dire que ça devient compliqué de s'écarter. Je vous ai dit, variance, c'est de comment on s'écarte de la moyenne. La variance, c'est le carré de l'écart type. Si l'écart type est faible, par exemple, je vous donne une courbe de Gauss. Je vais vous montrer typiquement les courbes avec haute variance et grande variance. Je vais faire deux courbes. Je vais faire deux courbes de Gauss. Vous allez voir la différence. Et une courbe avec forte variance. Voilà. Regardez. Ça, c'est une courbe avec faible variance. Ça veut dire que si la moyenne ici, pardon, j'ai écrit mu. Si la moyenne ici, si ça c'est mu, regardez que la plupart des valeurs sont concentrées autour. La variance est très faible. Ça veut dire que pour t'écarter et te retrouver ici, c'est très peu probable. Pour te retrouver, c'est très peu probable. Vous voyez que tout est concentré autour de la moyenne. Ça, c'est typiquement ce qui se passe avec des grands échantillons. Tu vas voir un truc comme ça avec une concentration autour de la moyenne. Ça veut dire que quand tu es déjà ici, là, tu es peut-être à 50 écarts type. C'est peu probable. Vous voyez comment ça chute rapidement. Et ça, c'est une courbe avec forte variance. C'est la même courbe de Gauss, mais avec une variance très forte. Elle est presque plate. Vous voyez que d'ici à là, on n'a pas encore couvert la totalité de la courbe. On a encore une grosse partie de la surface à l'extérieur. La surface, ça représente la probabilité d'un événement. Par exemple, la probabilité que ta valeur se trouve ici dedans, c'est l'air de la surface, c'est l'air qui est en dessous de la courbe par rapport à l'axe des abscisses. C'est la surface de la courbe ici. Et pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques, c'est d'ailleurs la base de ce qu'on appelle le principe fondamental d'analyse. Hein. Intégrale de A à B de f de x est égal à primitive de A en B moins primitive de A en A. C'est le théorème fondamental de l'analyse. Ça te donne la surface qui est ici en dessous et ça te donne la probabilité que ton événement se retrouve là. Vous voyez que quand la courbe est plate avec une forte variance, cette probabilité, bien que tu sois loin de la moyenne, n'est pas non négligeable. Par contre, quand la variance est faible, tu remarques ici que pour la courbe de Gauss, la probabilité de retrouver ici, vous voyez qu'on est presque à zéro. La courbe, elle est presque sur l'axe des abscisses. C'est quasiment zéro. C'est quasiment zéro. Vous voyez? C'est bien nul. Donc, vous voyez la différence. C'est donc ici qu'on voit l'importance de la variance. Forte variance, donc probabilité de se retrouver n'importe où très forte, et faible variance, probabilité de se retrouver à plus de quelques écarts type de la moyenne, déjà nul. Quasiment nul déjà. Voilà. Vous avez compris en fait la différence. Pourquoi quand on parle d'écart type et de moyenne à chaque fois, ce n'est pas simplement des mots qu'on balance comme ça pour vous impressionner ou pour vous dire qu'on a été à l'école. Et on ne fait pas l'école pour l'école. Je vous ai dit, le véritable problème des Africains, c'est que quand ils voient l'application de ce qu'ils ont appris à l'école, ils croient que c'est l'école. Non, c'est des outils. Si je sais qu'on utilise le marteau pour clouer, je ne vais pas aller utiliser mes doigts pour clouer. Je vais utiliser le marteau. Si j'ai appris que le marteau est efficace, c'est désormais le marteau que je vais utiliser. J'ai appris que la statistique permet de faire ça. Je ne peux pas arriver à un moment donné. J'ai dit, bon, comme les Camerounais, là, ils comprennent la stack, laissons ça. C'est le truc du blanc. Hein? On va parler terre à terre. Toi-même, gars, est-ce que tu penses vraiment que Thiro Mala pouvait gagner? Hein? Il faut être implanté partout. Hein? Il faut être implanté partout au Cameroun pour gagner. Et là, on confond l'implantation et le vote des gens. C'est pas parce que tu es implanté partout que tout le monde t'aime. Est-ce que c'est parce que tu es implanté partout que tout le monde va t'aimer? Il n'y a pas de lien de causalité entre ces deux événements. Être implanté partout quand dans un pays qui est mal barré, comme le Cameroun actuellement, pourquoi tu dis que tu as gagné? Pourquoi tu militarises la ville? C'est parce que toi-même, tu sais que tu n'as pas gagné. Tu ne peux pas être implanté partout. Tu peux pas être implanté partout et tu décides que parce que tu es implanté partout, tu vas forcément gagner. Être implanté partout ne signifie pas qu'on va voter pour toi. C'est ça que tu ne comprends pas. C'est ça que les sardinats ne comprennent pas. Donc,
Donc, il laisse les statistiques de côté et il veut commencer à dire toi-même. Est-ce qu'on connaît Chiroma dans ton village? Toi aussi, Serge. Tes démonstrations, laisse-nous tes mathématiques là. On a tous fait ça à l'école. Dis-donc, laisse ça. On a tous fait ça à l'école. Donc, tu vas impressionner qui? Laisse tes mathématiques là, toi-même, Serge. Tu crois que Chiroma pouvait gagner? Est-ce qu'on le connaît dans ton village? Voilà typiquement comment fonctionne la noirie. On apprend un outil de décision qui est la statistique. La statistique, c'est l'outil de décision. On apprend un outil de décision, mais on vient, quand sur une question cruciale, le destin d'un pays, le meilleur outil qui permet de savoir la vérité, on le met de côté et on commence à parler de ses émotions. Je ne fais jamais ça. Il y a quelqu'un qui me demande la connaissance de la statistique à créer quoi? Bloquez-le. Si tu ne sais pas quoi c'est la statistique, je ne suis pas là pour t'éduquer. Bloquez-moi Jacques Dollard là, s'il vous plaît. Et cette connaissance à créer quoi? Les vaccins, les médicaments, les voitures, la garantie de ta voiture, réduire les accidents astronomiques, aéronautiques et tout ça. Mais bon, tu ne sais pas quoi. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a un modérateur? Parce que s'il n'y a pas de modérateur, dis-moi, je bloque moi-même. Hein. Qu'est-ce qu'il fait encore là, Jacques Dollard? Il faut le bloquer, merci. Je ne suis pas là pour éduquer les gens. Hein. Je suis là pour parler à ceux qui ont envie de comprendre. Mais je ne suis pas responsable de votre éducation. Si vous avez des lacunes, vous prenez votre stylo. Tu ne viens pas parce que tu as des lacunes, tu vas empêcher les autres d'avancer. Si tu as des lacunes et tu ne connais pas, tu prends ton stylo. Moi, j'ai une phrase de Lucrèce qui m'est venue hier, que j'ai notée, parce que j'ai trouvé que ça collait à la situation. La phrase de Lucrèce dit « L'idiot croit que la montagne la plus haute au monde, c'est la plus haute montagne qu'il a vue. » Ça, c'est Lucrèce qui disait ça. La plus haute montagne, pour un idiot, la plus haute montagne dans le monde, pour lui, c'est la plus haute montagne qu'il a vue. C'est-à-dire que s'il a grandi dans son village, il a vu une montagne qui faisait 300 mètres. On dit, mec, on te dit, un Voco, c'est quoi la plus haute montagne? C'est quoi la taille de la plus haute montagne au monde? Il va dire 300 mètres. Si tu dis non, il y a des montagnes qui dépassent 300 mètres, il va dire, dis donc, quitte là-bas, laisse ça, tu mens. Tu mens. Porte la montagne, là, tu viens la mettre devant moi, on voit. Hein? Porte alors ça, tu viens devant moi, on voit. Non, c'est écrit, c'est sur Internet. Hein, on a des photos de l'Himalaya, du Mont Blanc. Ah, laisse ça, dis donc. Vos photos qu'on peut truquer là. Bouffe, pas là-bas avec. Bouffe, quittez là-bas avec ça. Voilà. C'est comme ça que l'abruti résonne. C'est comme ça qu'il résonne. Pour lui, la montagne la plus haute, c'est la plus haute montagne qu'il a déjà vue. Pour lui, l'outil le plus performant pour tester une élection, c'est l'outil le plus performant que lui connaît, à savoir son flair. Le RTP s'est implanté partout. Il ne peut pas perdre. Voilà, c'est comme ça. Voilà. C'est ça son outil le plus performant. Les statistiques. Laisse les affaires des blancs là, dis donc. Ah. Vous aimez trop montrer que vous êtes allé à l'école. Et ton école là, ça a apporté quoi? On a vu. Hein? Ça a fait quoi? Ça a créé quoi? Voilà la question d'un abruti typique. D'une giclure. Et c'est les gars comme ça que Momo aime. Les momos comme ça, ils adorent les crétins comme vous. Ils vous adorent. Parce que vous êtes des giclures. Vous répétez bêtement ce qu'on vous dit. Paul Biya a gagné l'élection. Ah bon? Comment tu sais qu'il a gagné l'élection? Le Conseil constitutionnel a dit. Ipse dixitisme. Ce n'est pas vrai parce que le Conseil constitutionnel a dit. C'est vrai parce que tu en as eu la preuve. Quand Chiroma l'a dit, pourquoi tu n'as pas dit que c'est vrai parce que Chiroma l'a dit? Tu as demandé les PV, non? Il a montré les PV. Tu n'as pas été capable de remettre en cause les PV. Maintenant qu'elle comme dit que c'est Biya qui a gagné, tu as demandé les PV à Biya? Non, c'est vrai parce qu'elle comme l'a dit. Voilà. Ipse dixitisme. Tu es un mouton utile. Tu répètes les conneries que les mecs t'ont mis dans le cerveau. On t'a ouvert le cerveau, on a pissé dedans. Tu es là, tu répètes, alors qu'on est en train de t'entuber. C'est ton argent qu'ils vont bouffer, mec. T'es Camerounais. C'est ton argent qu'ils vont manger. Ils vont se graisser, ils vont jouir avec le pognon qui te revient. Et tu es là pour répéter les phrases utiles pour les aider. Ce qui est pire, c'est que certains qui répètent ce genre de conneries, c'est des misérables. Qu'un cadre camerounais qui profite du système Biya ait ce genre de raisonnement, après tout, pourquoi pas? Il sauve sa peau, il sauve son ventre. Mais quand tu tombes sur des giclus qui vivent dans des maisons en terre battue, en carabotte, qui te répètent ce même genre de conneries, tu dis non. Les mecs sont là, ils vont jouir avec ton pognon et tu sers d'idiot utile. Non. Demande-leur les preuves que c'est Biya qui a vraiment gagné. Demande les PV aussi des CAM. Et je te jure, le jour, à la minute où ils publient le PV, je prends 2 jours de boulot. Je peux faire ça pour le Cameroun. Je peux le faire. 2 jours de boulot où je ne serai pas payé. Je prends 2 jours de boulot, je m'assois sur les PV des LECAM et je vous apporte la preuve de la fraude. Et déjà, vous-même, vous pouvez le faire. Les lives que je fais, ça vous donne les premiers outils pour aller chercher la preuve. C'est pour que dès que vous voyez un PV qui a une certaine participation, on commence à dire, il y a un fou là-bas en France qui m'a dit, ça c'est bizarre. Donc, je n'ai pas trop compris ce qu'il a dit, mais il a réussi à démontrer que ça c'est bizarre.
Voilà. Et je vais vous expliquer dans quel cas on se trouve avec les PV. Quand vous avez des participations, je vous ai dit, quand la variance est faible, toutes les valeurs se concentrent autour de la moyenne. Dès que tu t'éloignes de Mbindi comme ça, là, hein, Mbindi comme ça, parce que Mbindi, là, pour toi, c'est pas ça qui compte. C'est pas parce que c'est Mbindi pour toi. Mbindi en termes d'écart type. Parce que le Mbindi, là, pour toi, qui est comme ça, là, n'est-ce pas? Ça peut être 800 écart type. C'est ce qu'on appelle en statistique le Z-score. Z-score. Quand on dit Z-score, c'est le combien d'écart type. Parfois, c'est très Mbindi, hein. Tu te dis, non, on peut se déplacer. Mbindi, c'est rien, ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne, les stats. Ça peut être Mbindi pour toi, mais en termes d'écart type, ça fait ça. Et donc, quand tu fais ça en termes d'écart type, ça devient, les probabilités deviennent zéro. Voilà. Les probabilités, c'est zéro. Et c'est ça qu'on va essayer de faire. Donc, je réponds à Momo de Dieu Jean. Mon cher maître Sim, faisons un peu de mathématiques électorales. Et il ose dire qu'il fait les mathématiques électorales. C'est ça qui est intéressant au Cameroun, c'est que tu peux être nul en mathématiques, minable en mathématiques, mais comme tu es populaire, tu as la grande gueule et que tu as des supporters débiles qui te suivent. D'ailleurs, ça a pas mal baissé sur sa page. Hein. J'ai souvent remarqué qu'à une époque, il faisait des publications, plein de sardinats y allaient. Bref, vous venez publier les résultats ci-dessous qui donnent Issa Chiroma vainqueur à 54,8%, soit 1 227 000 voix. Mais, monsieur Sim, si par hypothèse d'école, on considère vrai vos résultats de 54,8% sur 18 départements, toi, tu es du gouvernement, tu ne dois pas considérer vrai, Momo de Dieu-Jean. Si tu penses que c'est faux, tu apportes la preuve, puisque tu es du gouvernement, donc tu as accès, tu es ministre délégué auprès de la justice. Donc je pense que c'est dans ton rayon. Tu peux aller chercher l'info, connard. Si ces PV sont faux, tu peux aller dans les vrais PV, trouver. Le problème, c'est que je sais que vous n'avez pas pu trafiquer les PV qu'il a présentés. Parce que vous savez qu'il pouvait vous confronter. Si vous avez fait le trucage, c'est sur les 20% qui restent. Et c'est là où ça va être très facile de vous attraper. C'est là où pour vous attraper, c'est un jeu d'enfant. Donc, je connais à peu près comment vous avez pu truquer. Parce que sur ce coup-là, comme on vous a pris à l'avance, comme on a utilisé des outils que vous ne saviez pas et qu'il y a quelqu'un comme moi qui a fait de la pédagogie, vous avez dû revoir votre fusil d'épaule. Donc, du coup, ce que vous avez fait, je connais à peu près ce que vous avez fait en termes de fraude. Donc, Momo de Dieu, Jean peut aller regarder et vérifier si les PV de Chiroma sont vrais ou pas vrais. Et j'imagine que s'il arrive à trouver des couilles là-dedans, il n'aura aucun mal à le prouver. Il n'aura aucun mal à prouver que Chiroma est un menteur. Et ce serait beaucoup plus parlant. C'est-à-dire que même moi, il va me couper le sifflet. Parce qu'il te suffit que les données de Chiroma soient fausses pour que toute l'analyse que je fais là part à la poubelle. L'analyse que je fais là dépend de l'authenticité des PV de Chiroma. Il te suffit de prouver que ces PV sont faux et tout ça va à la poubelle. C'est-à-dire que les proportions que j'ai ici ne correspondent pas à la réalité. Et donc, toute l'analyse là devient fausse. Donc, je recommence. Donc, monsieur Sim, si par hypothèse, on considère vrai vos résultats de 54,8% sur les 18 départements et qu'on considère que votre client candidat a obtenu 1 225 000 voix contre 700 000 pour le président Paul Biya sur un corps électoral de 8 millions d'électeurs, on va arrondir les deux résultats à 2 millions pour faire simple. Mais où sont partis les 6 millions d'électeurs restants sur les 8 millions? Ben ça, c'est une question que tu n'as pas posée en 2018, Momo de Dieu, Jean. En 2018, il y avait 7 millions d'électeurs. Il n'y a que 3 millions qui ont voté. Paul Biya a gagné avec un taux de participation inférieur à 40% en 2018. Allez regarder les résultats de 2018. Regardez les résultats finaux. Le taux de participation restait à peu près, bloquez-moi en goulard, la lebamileke, le mensonge est naturel chez vous. Mais quand on ment, montez, prouvez. Parce que là, pour le coup, c'est Momo qui ment. J'espère que Momo, pour toi, c'est un bamileke. Parce que je suis en train de prouver qui vous ment. Quand on est en train de vous démonter, vous croyez qu'avec le tribalisme, vous allez avoir les gens. Vous êtes vraiment débile, en fait. Quand tu n'as que le tribalisme comme argument, il faut te poser des questions. Donc, déjà, Momo, en 2018, où Paul Biya a gagné, il a gagné avec une participation très basse, participation très en deçà de ceux que Chiroma a gagné avec. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont voté pour Chiroma que Paul Biya. Bon, continuons. Je crois que le score final de Paul Biya, c'était... Vous lui avez donné combien? Un score de 2 millions, un truc comme ça, là, non? 74%. 2 millions divisé par 0,74, ça te donne le nombre de personnes qui ont voté. Ça te donne tout le nombre total de votants. Voilà. Et dans les scores que Cam tu avais présenté, je crois que c'était 38% pour les deux, c'était 1,3 million chacun. Ils étaient à 1,3 million chacun. Donc tu fais 1,3 million divisé par 0,38, tu trouves le nombre de votants en 2018. Tu n'as pas posé la question où était passée la différence. D'ailleurs, on peut faire la même chose. Hein. Je peux faire 1,3. 1,3 divisé par 0,38. Ça donne 3 400 000 personnes qui ont voté. 3,4 millions au total qui ont voté en 2018. Donc,
Si je prends même le score de Paul Biya, 0,74, je fais, c'était à peu près 2 millions divisé par 0,74. Vous voyez, on est à peu près là, on est à peu près 2, on est à peu près à 3 millions pareil. Donc, sachez qu'on avait déjà les mêmes, on avait déjà les mêmes commentaires. Il y a quelqu'un qui me dit, Wifi et Kanga dit que Chiroma n'a pas gagné. Bah, je vais te muter. Tu vas monter ici, me donner l'argument qu'il t'a présenté. Ne venez jamais me répéter les propos des gens ici sans me dire en quoi vous avez jugé ça faux ou en quoi vous avez jugé ça vrai. Venez me dire, tel a dit que c'est l'ipsédiscritisme. Ce n'est pas autorisé ici. Donc toi, tu as la chance, tu es juste muté. Prochain coup que quelqu'un vient me dire, un tel a dit que, tu le bloques direct. Moi, je passe le temps à faire des démonstrations. D'accord? Je ne paie pas 2 heures. Je suis pendant ma pause, je ne suis pas allé manger. J'aurais pu aller manger. C'est ma pause là. Je prends ma pause pour faire des démonstrations, tu m'apportes des propos reportés par un abruti. Mais il ne faut pas déconner, les gars, il faut arrêter à un moment donné. Donc, prochain coup, on te bloque, connard. Mais Kanga dit que Chiroma n'a pas gagné. Bah oui, vu que c'est Kanga qui le dit, c'est vrai. Mais quelle est la différence entre toi et un Sardina qui dit que Paul Biya a gagné parce que Atangana a dit? Quelle est la différence entre toi et moi? Et lui? Quelle est la différence entre toi et lui? Mais vous êtes con ou quoi dans cette vie? Je ne veux pas que les gens aient dit que Chiroma a gagné parce que Serge l'a dit. Serge l'a démontré. Peut-être tu ne peux pas comprendre la démonstration. Tu présentes la démonstration au gars, tu dis, paye un statisticien, si la vérité t'intéresse, paye un statisticien, il analyse ce que la personne dit et il monte bien. Je suis allé sur un live l'autre jour, hier matin, c'est un live d'un Camerounais qui vit au Canada. Il me disait que oui, mais Serge, tu n'as pas pris en compte machin. Je lui disais que, mec, quand tu as l'écart comme celui-là, tu peux prendre les valeurs encadrantes. Si ça montre que Chiroma a gagné, tu peux conclure. C'est ça que les Camerounais sont débiles. Ils pensent parfois que dans tous les cas, on doit avoir la précision. Je lui ai dit que dans mon calcul, j'ai pris en compte ce qu'on appelle l'effet de grappe. L'effet de grappe, il est au maximum de 20%. Tu ne peux pas avoir un effet de grappe au-dessus de 20%. C'est la réalité physique. Physiquement, c'est impossible. Au-delà, ça devient la fraude. Au-delà de 20%, ça devient une fraude organisée. Pas une fraude, mais une incitation organisée. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive dans un village, il paye les gens pour qu'ils aillent voter pour une personne. Ça arrive. Voilà, on donne la sardine à tous les gens du village. Tu vas dans un village de Pygmée, tu leur donnes la sardine, tu dis allez voter pour une personne. Mais à l'échelle nationale, c'est négligeable parce que tu ne peux pas faire ça dans tout le pays. Donc l'effet de grappe, c'est 0,2% max. Mais quand tu prends cet effet de grappe là maximum et que Chiroma gagne quand même, ben, tu as pris toutes tes prudences. Est-ce que j'ai besoin de connaître exactement l'effet de grappe? Je n'ai pas besoin de savoir qu'il est. Je sais qu'il se situe entre 0,5 et 0,2. Mais je prends 0,2, Chiroma gagne. Je prends 0,5, Chiroma gagne. Le meilleur des cas, c'est 0. Parce que quand tu as 0 effet de grappe, avec un tout petit échantillon, tu peux conclure. L'effet de grappe a comme conséquence de dire ton échantillon, pour qu'il soit représentatif, sa taille doit être plus importante. Par exemple, avec un effet de grappe, sans effet de grappe, 160 bureaux de vote peuvent te permettre de dire le résultat final. Avec un effet de grappe, tu passes à 400 bureaux de vote, tout simplement. Ça veut dire qu'il faut juste augmenter la taille pour diluer cet effet-là, et donc pour que les votes deviennent comme s'ils étaient indépendants. C'est ça l'effet de grappe. Et donc, je ne suis pas obligé de le savoir à exactitude. Je suis obligé de le savoir si ça a un impact sur le résultat. Encore là, si on est dans des situations où c'est 30% et 35%, oui, je ne peux pas conclure. On aurait un genre d'écart comme ça, je n'aurais pas les conclusions que je suis en train de faire depuis. Et ce travail est beaucoup plus simple en raison de l'écart. Je peux vous dire avec péremption, de façon péremptoire, que tel a gagné et tel a perdu, parce que l'écart est tellement important que même en prenant en compte tous ces phénomènes-là, ça ne marche pas. Et je vais vous montrer les scénarios où Paul Biya gagne. Je vais vous montrer les scénarios où Paul Biya gagne, et on va tester les aides de score de ça. Vous allez me dire si c'est possible. Vous allez me dire si vous êtes rationnel de croire ça. Ce n'est pas une affaire de je vous dis que Paul Biya a perdu parce que j'ai dit qu'il a perdu. C'est des arguments de débiles. Hein? Donc, continuons avec notre ami. Mais où sont partis les 6 millions de restants sur les 8 millions? Tu aurais dû poser la question en 2018. On t'a nommé ministre avec moins de 3 millions de personnes qui ont voté à l'élection au total. Si on compte le nombre de suffrages exprimés en faveur des 10 autres candidats en liste, plus les 2 premiers, est-ce que nous aurons le chiffre de 8 millions d'électeurs, moins les abstentions? Bah oui, c'est censé être le cas. C'est censé être le cas, oui. Le nombre de personnes qui ont voté, selon les personnes qui ont voté pour Chiroma, qui ont voté pour Paul Biya et qui ont voté pour les autres. C'est juste une simple addition, Momo. Hein? C'est juste ça. Donc, on est censé, plus l'abstention, on est censé avoir 8 millions. Et là où vous pouvez parfois aller frauder, c'est en allant chercher sur l'abstention. Sauf que vous ne pouvez pas aller chercher sur l'abstention n'importe où. Parce que dans les 18 départements, là, on connaît l'abstention. Donc, regarde, si tu vas augmenter, si dans les PVDL, comme on se retrouve avec une participation de 80% dans les 18 départements, il y a un problème. Il y a une fraude, mon gars. Vous êtes des gros voleurs.
Continuons. Est-ce que vous pensez sérieusement aller en guerre avec vos 1,2 million de votants contre 28 millions de Camerounais qui veulent la paix? Argument, dis non. Tu te souviens maintenant que Paul Biya devient parfois président avec très peu de gens qui ont voté pour lui, parce qu'en 2018, tu n'as pas fait le même raisonnement. En 2018, Paul Biya a voté à un maximum de 2 millions de personnes qui ont voté pour lui. S'il y a 28 millions de Camerounais, ça veut dire qu'il y a 26 millions qui n'ont pas choisi Paul Biya. Il y a 26 millions qui n'ont pas choisi Paul Biya. Cet argument vaut aussi en 2018 quand Paul Biya a gagné. Donc, zéro. Par ailleurs, j'ai noté que vous avez drastiquement minoré le nombre d'électeurs dans la Léké pour faire aboutir votre thèse. Mais si tu penses que le nombre d'électeurs de la Léké est faible par rapport à ce qu'il dit, tu apportes la preuve du contraire. Voici. Elecam a publié le nombre de départements, le nombre d'électeurs par département et par région. On sait combien il y a d'électeurs à Douala, à Yaoundé. Non. Elecam a publié par région, pas forcément par département. Donc, les chiffres des 18 départements que vous avez péremptoirement choisis ne donnent pas 80% de l'électorat national. C'est donc sur la base des calculs erronés. Ben, je ne sais pas où sont donc ces données. Il fallait les donner. Tu les écris, tu ne dis même pas. Tu dis, ça s'appelle discours performatif. C'est vrai parce que je dis que c'est vrai. Et l'ECAM a publié des chiffres. Bah oui, où sont les chiffres des lecteurs de l'ECAM? Publie-les, parce que nous, on tape dessus, on ne trouve pas ce que tu dis. Hein? Et moi, le tableau que je vous ai démontré là, avec les départements, la Léquier et le nombre de votants, on était arrivé à la conclusion que ça faisait bien 80, c'était 79, quelques. On n'était pas loin de 80%. Donc, monsieur, prenez vos calculettes et éventez cette supercherie basée sur une prétendue victoire dans 18 départements sur 58 qui ignore la puissance de 40 départements récents. La puissance des 40 départements récents, on va la tester ensemble, mes chers amis. Et là, le père Serge, il ressort ses petits feuilles, comme d'hab. Hein, j'aime ça. Et on va conclure là-dessus. Donc, les données sont les suivantes. 80%. Donc, les PV que Chiroma a correspondent à 80% de l'électorat. Donc, ça, et il a fait une projection à partir de là pour dire il n'y a aucune raison que les 20 autres, les 20% autres votent différemment. Et la question ici, c'est est-ce que c'est rationnel ou pas rationnel? Parce que pour que vous imaginez que les 80% ne sont pas représentatifs du reste, c'est que vous imaginez qu'il y a un scénario où les 20% qui restent se comportent de façon drastiquement différente des 80%. Bon, ça, c'est une hypothèse qu'il a pris, Chiroma. On va vérifier laquelle des deux est rationnelle. Vous qui pensez qu'on peut utiliser ces projetés, il n'y a pas de raison que 20% votent contrairement à 80%. Donc, je pense que j'ai gagné. Et vous pensez que non, mon ami, tu as 80%, rien n'empêche que les 20% qui restent votent drastiquement différemment et se comportent, mais d'une façon totalement différente des 80%. Voilà. Donc, score de loi Païb, 31,26. Score de nombre de personnes qui ont voté pour Chiroma, c'est ça. Nombre de bureaux de vote pris en compte, c'est 15 000. Et ici, j'ai pris une hypothèse très conservatrice. J'ai considéré que les bureaux de vote sont 50-50 dans les deux cas. Parce que si je prends 80-20, c'est à l'avantage de Chiroma. Ça va faciliter la conclusion. Je peux considérer raisonnablement que 50% des bureaux de vote sont dans les 80% et 50% dans les autres. En réalité, ça peut être un peu plus, un peu moins ou un peu plus, mais dans tous les cas, si j'avais fait, si j'avais considéré que 80% des bureaux de vote sont là où Chiroma a pris des trucs, ça avantageait considérablement Chiroma. Donc l'hypothèse que j'ai pris le désavantage. Donc si malgré tout on peut conclure, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin. Voilà. Corps électoral, d'après les données ELECAM, 7,8 millions, 400 blablabla, blablabla. Nombre de personnes qui restent, nombre de personnes, qui ont voté, nombre de personnes qui restent, voilà, nombre de personnes, c'est 1. Ça, c'est 100 moins. C'est égal à n moins. C'est égal à n total moins ça. Donc, non, c'est égal à C. C moins 0,8C. Autant pour moi. C'est 0,2C. Donc, j'ai mis 0,8, mais j'ai bien calculé 0,2 à la calculatrice. Donc, c'est 0,2C. Donc, ça, c'est le nombre. Ce qui reste, le nombre d'inscrits. Ça, c'est ce qui reste. Ça, c'est ce qui va rester pour aller chercher les marges là-bas en appliquant le même taux de participation. Donc, sur la base des PV de Chiroma, participation 50,5%. Ça, c'est la moyenne de participation dans les 18 départements. Donc, il y a à peu près 50,5% de participation. Donc, je considère que la moyenne, c'est mu égale ça. L'écart type, c'est 6%. Bureau de vote, c'est ça. Donc, maintenant, je cherche deux cas de figure. Dans le reste des départements, on a 80% de participation et Paul Biya fait 80%. On a 90. Deuxième scénario,
90% de participation et Paul Biya, et donc, non, pardon, P2, c'est le taux de participation. Si on a 80% de participation, ça veut dire que voilà le nombre de votants où il va falloir aller chercher des voix pour donner à Paul Biya. Si on a 90% de participation, c'est là qu'il va falloir chercher les voix pour donner à Paul Biya pour qu'il rattrape Chiroma. Le nombre de votants, ça va être le nombre de votants dans les départements ou dans les 80%, plus le nombre de votants dans les 20% restants. Et dans les 20% qui restent, pour que Paul Biya gagne, il faut que Paul Biya prenne une proportion X des restes de votants. Et Chiroma, qu'est-ce qu'il lui va prendre? Il va prendre 1 moins A moins X. A, c'est la proportion des autres, dans les Cabral et compagnie là. Donc, Chiroma ça va être le nombre de votants pour Chiroma dans ces 18 départements. Et le nombre de... Donc ici, c'est 1. Hein. Ici, j'ai mis 2, mais ici, c'est 1. Score de Biya dans les 18 départements, plus score de Biya dans les 20%. Score de Chiroma dans les 18 départements, plus score de Chiroma dans les 20%, dans les 40 qui restent. Et donc, pour que Biya gagne, je vous ai dit, c'est l'ordre qui compte, ce n'est pas le score, on s'en branle. Donc, quelle est la condition sur X pour que ça soit supérieur à ça? On a A, c'est la proportion des autres, on a dit que c'était à peu près 13%. Donc, X doit être égal à ça. Et donc, j'ai pris deux scénarios. Participation à 80% avec V égale ça. Il faut que Biya, dans les 20% qui restent, il faut qu'on ait 80% de participation dans les 20% qui restent. Et il faut que Biya gagne là-bas à 64,3%. Donc, c'est la conjonction de deux événements hautement improbables. Comprenez bien, hein? Pour que Biya gagne, il faut une participation de 80% dans les 20% qui restent. Et il faut que dans ces 80%, il faut que dans ces départements, Biya réalise 64,3% de suffrage. Si on a une participation à 90%, donc ça donne un nombre de voix total de ceci. Dedans, il faut que Biya aille chercher 62%. Donc vous voyez bien que plus il y a de la participation, moins Biya a besoin d'efforts pour gagner. Donc on passe de 64,3% à 62%. Voilà, vous comprenez. Donc pour que ces résultats-là ne puissent pas permettre de conclure, il faut à peu près des scénarios de ce type. Il faut à peu près des scénarios de ce type dans les 20% qui restent. Donc maintenant, on va chercher la probabilité d'avoir ces participations-là si on suppose les 80% représentatifs. Il n'y a aucune raison. Hein. J'ai déjà démontré en quoi ils sont représentatifs dans une précédente vidéo. Ils sont représentatifs pour une raison très simple. Hein. Je l'ai dit, plus la taille augmente, plus la variance diminue. Donc, on va la voir ici d'ailleurs. On modélise la moyenne des bureaux de vote par une variable aléatoire que je vais appeler X bar. X bar, c'est la moyenne des bureaux de vote, la moyenne de vote, de participation. C'est la participation dans les bureaux de vote. Donc, X bar va suivre une loi normale de paramètre mu, qui est la moyenne de l'échantillon de Chiroma, et écart type au carré sur N. N, c'est la taille totale de l'échantillon. Donc, on a ça. N, c'est le nombre de bureaux de vote, autant pour moi. Donc, ça, c'est la moyenne par bureau de vote. N, c'est le nombre de bureaux de vote. On a dit qu'il restait 13 053 bidules. Vous voyez donc ici que l'écart type est plus important que si j'avais pris, par exemple, 80-20, ça aurait été plus sévère pour Paul Biya. Donc, ici, on est très conservateur. On se retrouve avec un écart type de 0,0468%. Vous voyez que plus la taille est importante, plus l'écart type est faible. Et donc, plus ça devient compliqué de s'éloigner de la moyenne. C'est ce paramètre-là qui va nous intéresser. Donc, on va chercher le Z-score de ça en supposant la loi normale. 80%, participation à 80%. Ça veut dire qu'on s'éloigne de 0,80 moins 0,505 qui est la moyenne normale, divisé par l'écart type, ça donne 630. Le Z-score, c'est de 630. Tout à l'heure, je vous ai montré qu'avec la taille, quand on avait un Z-score de 9, on se retrouvait déjà dans des trucs où il fallait des millions de planètes pour que ce soit possible. Donc, c'est à peu près la même chose ici. C'est un Z-score de 630. 90%, si on a une participation à 90%, la probabilité d'une participation à plus de 90% correspond à un Z-score de 844. Dans les deux cas, la p-value, elle est presque nulle. Hein. Elles sont inobservables. C'est impossible. Donc, la probabilité d'avoir du 80%, c'est très, très, très faible. Ça, c'est une participation moyenne. Hein. Bien sûr, tu vas trouver un bureau de vote où il y a 3 animaux et les 3 animaux vont voter Paul Biya. Donc, ça fait un taux de participation à 100%. Ce genre de choses ne marche que sur des petits événements. Mais quand tu commences à avoir une taille importante, ça devient impossible. Donc, globalement, la participation moyenne sur les 13 000 bureaux de vote que je lui accorde, non, c'est animal, 3 animaux, monsieur As. C'est 3 animaux, madame, monsieur. 3 animaux. Il faut respecter les animaux sur ma chaîne. Hein.
Tu ne vas pas quand même confondre un sardinat qui a pris le pain sardine et qui vote à un chien. Le chien a quand même plus d'intelligence. Donc, je les appelle les animaux. Merci. Et donc, P-value inobservable. Et je peux même dire, ça, c'est avec la loi normale. Mais vous pouvez me dire, ouais, mais bon, la loi normale, c'est un peu sévère, Serge. D'accord. Je prends la moins sévère. Je prends la borne des bien-aimés de Chebyshev. Donc, je fais la même chose. Probabilité d'avoir un score moyen supérieur, une participation moyenne supérieure à 0,8, c'est 2,5 chances sur 1 million. On a 2,5 chances sur 1 million d'avoir une moyenne de participation sur les 20% supérieure à 0,8. Pour 9, on a 1,4 chances sur 1 million d'avoir une participation moyenne supérieure à 0,9. Donc, on est sur des événements hautement improbables. Même avec la borne de Chebyshev ultra prudente, on est très faible. Donc ici, avec la loi normale, c'est quasiment 0, inobservable. Ici, on est toujours très faible. Donc, voilà les scénarios où loi Pailly peut gagner. Donc, si on postule que les 80% sont représentatifs, la part des biens dans les 20% devrait être du même ordre que ça. Ça, c'est l'hypothèse rationnelle. Et c'est l'hypothèse qu'a considéré Chiroma. Donc, je suis en train de vous faire la démonstration de ce qu'il a écrit Chiroma. Donc, si les 80% sont représentatifs, il n'y a pas de raison que le score de biens ne soit pas ça. Le score de biens dans les 20% ne devrait pas s'éloigner de ça. Et si tu veux même chercher le Z-score, du coup, du score de biens dans les 20%, eh ben, tu trouves des Z-scores de 927 si on a une participation à 80%, et un Z-score de 984 si on a une participation à 90%. C'est faramineux. Ça donne une p-value égale à 0. Donc, pour que Paul Biya gagne, il faut une combinaison comment dire, il faut une combinaison d'événements hautement improbables. Ici, ça, c'est le Z-score de bienfaisant 70% dans ces bureaux de vote-là. C'est hautement improbable. Donc, pour que Paul Biya gagne, il faut une conjonction de 2 événements hautement improbables. Je rappelle quand même que dans les petits départements, tu as des départements qui sont du sud-ouest, par exemple, qui ne peuvent pas voter Paul Biya à 100%. Voilà. Donc, conclusion, pour que Biya gagne, il faut une conjonction de 2 événements quasi impossibles. Quand on dit quasi impossible, c'est pour être gentil. Hein. En probabilité, on ne dit jamais 0. Voilà. Bon, j'ai oublié de conclure. Je voulais conclure, mais quelqu'un m'a appelé, j'ai oublié de conclure. Donc, au regard de ce que je viens de vous démontrer, Chiroma a bien raison de considérer que les 80% permettent de conclure. Voilà. Donc, Chiroma a gagné. Chiroma a gagné, il a raison de faire ses projections, et c'est Momo qui a tort de penser que ce n'est pas suffisant, parce que Momo est irrationnel. Si vous êtes rationnel, c'est le plus rationnel. Hein. Si vous êtes rationnel, c'est l'hypothèse qu'il faut prendre en compte. C'est qu'il n'y a pas de raison que les 20% votent différemment des 80%. Il n'y a rien qui explique ça. Si tu veux dire que ce n'est pas le cas, il faut que tu expliques la force qui va faire que les 20% votent drastiquement et se comportent, parce que c'est un comportement totalement drastique, hein, c'est-à-dire que déjà, ils ne se comportent pas comme les 80%, parce qu'ils vont massivement voter, et vont massivement voter Paul Biya. Si vous avez envie de croire à ça pour que Paul Biya gagne, c'est libre à vous, les gars. Mais vous êtes sur une autre planète, vous n'êtes pas sur Terre. Ceci, je m'en fous de ce que va dire le Conseil constitutionnel. J'espère qu'ils vont trouver du bon sens, et j'espère que l'armée prendra ses responsabilités de ne pas tirer sur les manifestants. L'armée va prendre ses responsabilités d'être aux côtés du peuple. Quand vous avez un pouvoir légitime qui vous donne des ordres, vous ne devez pas le respecter. Votre responsabilité, c'est de recevoir des ordres d'un pouvoir légitime pour protéger votre population. Quand vous avez quelqu'un qui vous demande de tirer sur la population, c'est comme une menace extérieure ou intérieure. C'est une menace. En demandant d'aller tirer sur les gens, vous devenez une menace. C'est une menace contre les populations. C'est une menace de l'intérieur. C'est comme c'est des terreaux qui sortent de l'intérieur pour agresser les Camerounais. Vous devez prendre vos responsabilités. Je ne peux pas être plus clair. Et prendre vos responsabilités, c'est d'être du côté des Camerounais. Donc, Camerounais, on essaie de vous voter une victoire. Vous avez voté en masse contre une personne. Même si vous n'avez pas voté, sachez que si vous défendez aux côtés de ceux qui réclament la victoire de Chiroma, vous êtes du bon côté. Vous êtes du bon côté. Vous êtes du bon côté de l'histoire. Ne laissez pas faire. Et l'armée, j'en appelle à sa responsabilité de ne pas tirer sur des gens qui réclament une justice dans leur pays.
Tu me demandes de faire un cours de statistique ou de probabilité. Non, je ne suis pas là pour faire des cours. Je suis là pour vous donner une application, d'essayer de la vulgariser au maximum sans perdre l'information, mais je ne suis pas là pour faire un cours. Si vous voulez faire des cours, vous allez sur Internet, il y a des cours de probabilité qui sont disponibles. Allez-y. Un jour, quand je suis en live, s'il y a un truc que vous n'avez pas compris, vous venez, je vais vous expliquer. Si c'est de mon niveau. Parce que je n'ai pas non plus un niveau de doctorat en statistique, hein, non plus. Voilà. Merci. Donc, 2 minutes, donc j'ai encore 5 minutes pour finir. Bonjour, Madame Kemda, ou Monsieur Kemda. Vous avez une photo de femme, c'est troublant. Mettez seulement une photo d'homme. Bonsoir, Monsieur Sèche. Bon, je suis le président du mouvement Fan Club Kemda, ici au Cameroun. Donc, Kemda, c'est une activiste qui lutte pour la libération du Cameroun et il a été de notre devoir de soutenir ces jeunes dames qui a pris sur elles ce combat noble. Donc, nous avons ici au Cameroun le Fan Club qui est représenté dans 10 régions. Le Cameroun, dont nous sommes partout. Et c'est l'occasion pour moi de dire à la jeunesse camerounaise, pour ceux qui veulent intégrer le mouvement, vous êtes libres pour soutenir cette dame. Merci. Merci. Hein. Tu as autre chose à rajouter? Oui, Monsieur Sèche, j'ai écouté votre live. Tout ce que vous avez dit là, vraiment, félicitations à vous. Félicitations. Parce que vos calculs sont exactement ça. C'est ça. Donc, nous, la jeunesse ici au Cameroun, nous vous suivons et nous vous disons également que ne nous abandonnez pas. Parce que ce que vous faites là, il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Donc, merci à vous et je suis de tout cœur avec vous. Je suis de tout cœur avec vous. S'il y a quelque chose que vous vouliez que nous fassions pour vous ici au Cameroun, nous allons le faire. Et j'invite la jeunesse camerounaise que chacun prenne sa responsabilité. La peur doit dégager de votre camp. La peur ne doit pas être du camp du peuple. Nous devons le mettre ça à côté parce que nous avons fait un tour dans les marchés. Vous avez vu les Camerounais. Aujourd'hui, le tapioca est devenu rare. Les Camerounais ont ravagé tous les tapioca pour le mettre dedans parce que, soit disant que non, s'il y a un trouble là, les gens vont rester dans leur maison, manger le tapioca et puis ne pas sortir. Non. La libération d'un pays se fait de manière collective. Et ça se fait de manière unilatérale. On ne doit pas laisser les gens aller sortir, aller revendiquer et l'autre reste à la maison. Non. Si nous sommes 500 dans la rue, on va tous nous écraser. Alors que nous sortons par millions pour aller revendiquer ce qui nous revient de droit. Je pense que là, nous, on va gagner. Je ne voudrais pas qu'au nord, il soit 500 000, et qu'à Douala, on soit 100. Non, c'est pas possible. Ne laissons pas le combat entre les mains des gars du Nord. C'est un combat national, pour une cause nationale, pour la libération de notre pays. Je rappelle encore, le Cameroun est notre bien commun. C'est le bien de tout le monde. C'est le bien de tous les Camerounais. Donc, il n'est pas question de l'exclusion de qui que ce soit. Mon cher Camerounais, si tu te sens opprimé, si tu te sens délaissé, si tu te sens victime du régime en place, alors c'est l'occasion pour nous de sortir et d'exprimer notre ras-bol. Le mot manifestation ne veut pas dire qu'on va sortir, mettre le Cameroun en feu en sang. Non, ces gars ont peur, je ne sais pas pourquoi ils ont peur de mot manifestation. Une manifestation peut être pacifique, nous l'avons vu en 2020. Les manifestants du MS Est-ce qu'on peut chasser Paul Biya avec une manifestation pacifique? Oui, Comment? oui, grand frère, c'est possible. Comment? Bon, en paralysant l'économie, par exemple, ça veut dire quoi? On dit peut-être vous croyez que si on paralyse l'économie et que lui, ça n'a pas d'impact sur lui et sa clique, tu crois qu'ils vont dire, bon, on démissionne parce qu'on est responsable? Je pense que la responsabilité qu'ils n'ont pas maintenant de reconnaître le vrai vainqueur et d'abandonner, c'est celle qu'ils vont l'avoir si on paralyse l'économie? Moi, je crois pas. Hein. Je ne suis pas un rêveur, mais sincèrement, ce n'est pas avec ce genre de discours que vous allez... Non, il faut que les gens se montrent déterminés à empêcher le pays de fonctionner correctement, que ce soit économiquement, que ce soit en tout. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'autorité nulle part, jusqu'à ce que ces gens, même s'ils ont un pouvoir, que ce pouvoir soit une plaie pour eux, ils sont obligés d'abandonner et qu'ils se sentent en danger partout. Voilà. Oui, grand frère, mais la particularité du peuple camerounais, c'est que... Par exemple, si tout le monde achète des cocktails Molotov, les cocktails Molotov, c'est pas compliqué à fabriquer. Hein. Vous commencez à cramer les maisons de ces gars-là. À Tangana, lui, c'est là que s'il lit n'importe quoi là, on va cramer sa maison à Yaoundé, on va aller cramer sa maison au village. Là, on n'est plus à l'acte au pacifisme. Tu n'as pas affaire à des gens raisonnables. Tu fais ça quand c'est comme la grève de la faim. Tu appliques la grève de la faim dans un endroit humaniste où les gens vont dire oula, non, si on ne fait pas ça, il va d'ailleurs. Mais dans un endroit où les gens n'ont pas de cœur pour toi. La grève de la faim, tu crois que ça va les empêcher de dormir? Est-ce que tu as vu les gens faire la grève de la faim au Cameroun? Les Camerounais ne sont pas des humanistes.
Tu fais la grève de la faim, il va dire, ah, gars, tu vas finir, toi-même, tu vas aller manger. Il s'en bat les couilles. Alors qu'en Europe, tu fais la grève de la faim, on va t'écouter parce qu'on ne veut pas que tu meurs. Si tu meurs, c'est la responsabilité de la collectivité qui n'a pas su t'entendre, qui n'a pas su t'empêcher de mourir. Donc la grève de la faim, ça marche dans des endroits où les gens sont humanistes. Ils écoutent, ils comprennent et ils réagissent. Ça marche pas au Cameroun, mon ami. C'est pas comme ça. Achetez les cocktails Molotov, les gars. Achetez les cocktails. Ils ont ramassé les pneus. Achetez les cocktails Molotov. Faire un cocktail Molotov, c'est pas compliqué. Et le manuel, tu l'as sur Internet. Vous commencez à menacer la maison de ces gars. Vous leur dites, les gars, le lundi, tentez de dire que Paul Biya a gagné. C'est vous qui allez payer les conséquences. C'est pas Paul Biya. Parce que oui, son palais est gardé, mais votre palais n'est pas aussi gardé que le sien. Vous leur dites que même si vous restez 5 ans, à tout moment, votre maison peut cramer. Ok. On ne peut pas avoir un ministre qui vient tout le temps, qui parle aux enfants, aux Camerounais, qui parle aux Camerounais comme si les Camerounais étaient. Il se prend pour un instituteur. À bon entendeur, salut. Tu as entendu un ministre comme ça par là ailleurs? Tu ne parles pas à tes citoyens comme si c'était des gamins. Monsieur, sachez qu'au Cameroun, même en saison sèche, le sol glisse. À bon entendeur, salut. En menaçant, quoi. Mais mec, tu es là pour protéger ta population, tu es là pour la servir, tu n'es pas là pour la menacer. Le mec, il se croit il se prend pour un instituteur camerounais dans une salle de primaire au Cameroun. Parce que même ici, un enseignant ne parle pas comme ça aux élèves. Tu ne verras jamais un enseignant parle comme ça aux élèves. Le lendemain, il dégage. J'ai dit bien, le lendemain, il dégage. C'est pas comme ça qu'on parle aux gens. Vous avez en face de vous des voyous. Ceux qui vous diraient, c'est des voyous. Vous ne pouvez pas appliquer des méthodes de sensé avec des voyous. S'ils prennent des pneus, j'ai dit cocktail Molotov. Point barre. Vous cramez tout. C'est votre argent. Vous ne pouvez pas le faire par la paix. Cramez tout. Si vous faites ça, Paul Biya prend l'avion et fuit comme Mobutu. Mais si vous êtes là pour dire manifestation pacifique, on sort, on tape la marmite, on tape les trucs sous couvercle, les gars, désolé, hein. Donnez directement le mandat à Paul Biya. On passe dessus, on arrête de faire tout ce qu'on fait là. C'est bon, voilà. On n'a plus à discuter. Dites une fois Paul Biya reste, c'est ton pouvoir. Grand frère, M. Serge, vous savez que M. Paul Biya a régné le Cameroun pendant 43 ans avec la loi de Machiavel. Donc, il a bien lu la loi de Machiavel. C'est-à-dire instaurer la peur pour mieux régner. Mais tu sais, le sentiment de peur est plus puissant que la peur. Hein? Je sais ce que tu veux dire. C'est juste que je vais arrêter bientôt. Je vais essayer de gagner du temps. Okay. Le sentiment de peur est plus important que la peur. Le sentiment de peur, ça te maintient apeuré où que tu te trouves. Alors que la peur, tu n'as peur que quand c'est présent devant toi. Mais le sentiment de peur est plus puissant. C'est pour ça que le vrai esclavage, ce n'est pas les chaînes physiques, c'est les chaînes mentales. Parce que ça contrôle la personne où qu'elle soit. Une meuf qui est sous l'emprise de son gars, qui a tellement peur de son gars, partout où elle a, dès qu'un gars lui dit bonjour, elle croit que son gars est en train de la voir. Elle a peur. Alors que si tu surveilles ton gars, avec son téléphone, tu mets un traçage GPS sur elle, et qui a qu'avec ça, tu la tiens, mais qu'elle est mentalement libre, elle va te déjouer. Elle connaît par quel moyen tu peux l'attraper. Elle va te déjouer, mon gars. Elle va te déjouer. Elle dit, ah, tu suivais mon téléphone, pas de problème. Je m'en vais chez une amie que tu connais très bien. Je dépose mon téléphone là-bas. Je prends un téléphone prépayé que j'ai mis là. Je communique à mon gars, je m'en vais à l'hôtel. Tu es là, tu regardes le téléphone. Ah, c'est chez Sabine. Ah, ma fille est chez Sabine. Elle est en train de piner ailleurs. Elle est libre, mon gars. C'est ça votre problème, en fait. C'est-à-dire que la chaîne la plus puissante, c'est la chaîne mentale. On vous a créé un sentiment de peur, alors que je vous dis, vous êtes 5000 à la poste, là. Déterminés, vous avancez vers tout dit. Paul Biya va fuir. Parce que l'armée ne peut pas tirer sur 5000 personnes, ça devient une hécatombe. L'armée peut tirer sur 20 personnes devant elle. On va ramasser les cadavres, on amène dehors. Tu vas tirer sur 5000 personnes comment? Tu as 10 000 personnes devant toi là qui se dirigent vers tout dit. Tu vas tirer sur eux. Tu vas tirer sur eux. Ils vont tirer sur les 2-3 premiers, mais les restes, ils vont arrêter quand ils vont voir que les gars sont déterminés. Tu vas entendre qu'un hélicoptère exfiltré, Paul Biya, il est en train de se barrer. C'est comme ça que ça marche. Donc non, manifestation pacifique. Si tu veux faire une manifestation pacifique, je te conseille, hein, perso, si c'est ça ton plan, gars, reste chez toi. Parce qu'on va t'arrêter pour rien. Rentre chez toi, tu applaudis la décision du Conseil constitutionnel lundi et on repart pour 7 ans de Paul Biya. Ok, grand frère. Ce que je voudrais également dire, pour chuter enfin, je veux dire aux militaires, s'il vous plaît, nous ne sommes pas vos ennemis. Mardi, là, je ne sais pas si ce sera mardi ou si ce sera lundi que ça va commencer. Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous réclamons juste nos droits, la vérité des urnes. S'il vous plaît, nous allons avoir des drapeaux en main et sur notre corps. Nous sommes là pour revendiquer juste la vérité des urnes. Je vous en supplie, encadrez les manifestations, accompagnez la population, obtenir ce qu'elle a souhaité. Limite le couvercle des marmites là, oui, vous pouvez sortir avec ça comme bouclier, mais pas pour taper.
Non, 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 ça marchera pas. En tout cas, merci beaucoup, Kemda, hein, et je Ok. soutiens évidemment de cœur ton truc. Mais encore une fois, j'ai un commentaire sur la méthode qui n'est pas efficace. On peut pas avoir des méthodes de voyous. Moi, je suis pas quelqu'un de violent, je suis contre les actions violentes à tout moment. Mais ça, avec les Camerounais, avec les brigands et les malfrats qu'il y a dans votre pays, la méthode douce, c'est pas celle qu'ils vont comprendre. Il faut y aller fort, il faut être déterminé, les gars. Il faut être déterminé. Et ça, c'est pas avec Merci ça, beaucoup, merci. c'est pas avec la. Merci, merci beaucoup. C'est pas donc c'est clairement pas avec une manifestation pacifique. C'est clairement pas avec une manifestation pacifique qu'on va y arriver. Attendez, donne-moi 2 secondes. Donc c'est clairement pas avec une manifestation pacifique qu'on va y arriver, c'est impossible. Je vous dis tout de suite, c'est mort. Muerto, c'est mort. Oubliez vite. Achetez vos cocktails, achetez les bidons, achetez l'essence. Allez avec votre voiture, vous payez l'essence normalement comme si c'était normal, hein. Vous payez même un gars, vous lui donnez l'argent, vous cotisez l'argent, il va à la station d'essence, il paye le carburant, vous rentrez, vous siphonnez ça à la maison. Vous prenez le tuyau, non? Vous mettez le tuyau dans le réservoir. Et vous fabriquez les cocktails Molotov, c'est tout. C'est comme ça que, et comme ça, lundi, dès que les gars disent Paul Biya a gagné, mais vous cramez tout, les gars, vous cramez tout. Je demande pas de tuer les gens, je demande de cramer des trucs. Vous cramez tout ce qui est nécessaire. Voilà. Parce que plus il y aura le feu, plus les gens vont être excités, les gens vont être survoltés. L'armée va trembler. Si vous avez vous avez une masse de personnes en furie là, qui se dirigent vers Etoudi, vous allez entendre que Paul Biya a pris l'hélicoptère, il s'est barré. Il y a quelqu'un qui me dit du n'importe quoi. Bah oui, tu es Sardina, oui. Non, 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 tu dis n'importe quoi, non. Thiro Magaï, mais pour la paix, hein, pour la paix, on laisse Paul Biya gérer les 7 dernières années, quoi. D'accord? Non, 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 pour la paix, tu peux pas inciter à la guerre quand même, hein, pour la paix, hein. Accepte que 28 millions de Camerounais se fassent entuber, qu'on ignore leur volonté, pour le bien-être d'un vieillard et d'une bande de malfrats. Oui, ça c'est pour la paix, pour la paix. Effectivement, Serge, tu n'es pas responsable de dire ça. Bien sûr. Serge, arrête d'inciter à la violence. Bloquez ceux qui disent ça. Si tu penses que j'incite à la violence, tu montes, on discute. Monte, on discute. Tu es bloqué. On va reconstruire, mon ami. On va reconstruire. On n'a pas de problème. Et ça va être construit de la meilleure qualité. C'est-à-dire que là, pour le coup, vous allez avoir des gens qui vont venir de la diaspora, qui vont apporter leur savoir-faire. On va reconstruire. On va reconstruire. Pas de problème. On va reconstruire. Je vois même d'ailleurs qu'il y a quoi à brûler. Une ville qui est sale. Peut-être en brûlant, vous allez brûler toute la poussière, les poubelles qu'on n'arrive pas à collecter là. Ce serait déjà une bonne chose. Non, cramez tout, les gars. Cramez tout. Je n'ai pas demandé de tuer des gens. Non, l'armée ne doit tirer sur personne. Par contre, cramez tout ce qui est cramable. Vous me cramez toutes les bêtises. Vous ne pouvez pas demander aux gens, vous ne pouvez pas voler la voix des gens, vous leur dites taisez-vous pour la paix. Donc ça veut dire que je viens chez toi, je fais quoi? Je prends ta maison, je prends ta fille. Je dis si tu revendiques, il y aura guerre, hein. On te dit tais-toi pour la paix. Hein, non, non, laisse Serge partir avec ta fille et ta maison. Laisse-le dans ta maison avec ta fille. Hein, d'accord? Pour la paix, pour la paix. Évidemment, tu vas l'accepter. Mais tu ne vas jamais l'accepter pour ta maison. Mais sache que le pays est plus important que ta maison, connard. Merci, madame H3M. Je vous écoute. Non, c'est pas madame, c'est monsieur. Alors, bonjour, monsieur Serge. Je découvre votre live et je découvre votre panel et puis je suis stupéfait. Je suis agréablement surpris et je vous remercie pour ce que vous faites. Donc, c'est la multiplication des voix comme le vôtre qui va permettre à ce qu'on arrive au but. Donc, je voulais, juste parce qu'on a parlé de paix, je voulais intervenir sur ce sujet. Donc, il y a beaucoup de Camerounais qui disent qu'ils veulent voir leurs enfants grandir. Donc, comme ils veulent voir leurs enfants grandir, il faut qu'on continue à rester avec ce monsieur qui usurpe le titre de président de la République au pouvoir. Et j'aimerais leur dire que bon, ils veulent voir leurs enfants grandir, certainement dans la paix. Mais ce monsieur qui est au pouvoir et qui l'usurpe n'est pas la garantie de la paix au Cameroun. Non, non, non. Parce que ce monsieur au pouvoir, c'est la garantie d'un lendemain incertain. D'un lendemain incertain. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend demain avec ces gens au pouvoir. Donc, vous voyez ce qu'ils sont prêts à mettre en place comme batterie pour se maintenir au pouvoir. Donc, c'est la garantie que nous n'aurons pas la paix, en fait. La meilleure façon d'avoir la paix, chers amis qui voulaient voir vos enfants grandir, la meilleure façon d'avoir la paix, c'est qu'on se réunisse tous et qu'on mette ces gens-là dehors. C'est la meilleure façon d'avoir la paix. Pourquoi? Parce qu'après, vous aurez quand même un pays où il y a quand même un semblant de justice, parce qu'actuellement, il n'y a pas de justice là-bas. Il n'y a pas de justice. Il suffit d'un peu d'argent et puis on peut acheter la justice. Donc, il n'y a pas de justice.
Donc, une fois que ces gens seront mis à la porte, vous aurez un pays où il y aura un semblant de justice et il y aura un pays où il y aura, où les gens auront quand même confiance aux institutions. Voilà les deux piliers qu'il faut avoir pour qu'on ait un sentiment de paix dans un pays. Donc, pour l'instant, on n'a pas un sentiment de paix et ce qui nous attend dans quelques années avec ce monsieur, c'est encore pire. Il faut qu'on fasse tout pour que ce monsieur ne décède pas au pouvoir. Il faut qu'on fasse tout pour qu'il ne décède pas au pouvoir. Pour cela, il faut qu'on se réunisse et qu'on l'accompagne vers la sortie. C'est comme ça qu'on aura la paix. Vous qui voulez voir vos enfants grandir. Plutôt que de couper le live, excusez-moi, plutôt que de couper le live, je préfère monter les gens qui peuvent vous accompagner dans le live pendant que je fais autre chose. Vu qu'il y a du monde et qu'il y a des gens qui ont des questions, je sais qu'il y a des questions greffiers, des Richter et Codette peuvent répondre. Donc, les gars, je vous laisse la main. D'accord. Donc, je vais rapidement chuter. Donc, j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour ceux, et je m'adresse à ceux-là, c'est important, pour ceux qui disent qu'ils veulent voir leurs enfants grandir, vous allez voir vos enfants grandir dans un Cameroun sans Paul Biya. Un Cameroun avec Paul Biya, vous n'avez pas la garantie de voir vos enfants grandir. Ça, c'est sûr. Parce que, il reste au pouvoir, vous n'aurez pas la paix. Il y a des gens qui sont en prison pour rien. Les Bibou Nissak et tout ça, là, on ne sait pas ce qu'ils ont fait pour être en prison. La photo qui est sur mon profil, là, c'est une jeune dame qui est rentrée, qui était enseignante. Elle est rentrée à la maison. Et un mercenaire de Biya a tiré sur elle et elle est décédée. Donc, il n'y a pas de paix. Il y a la guerre dans le Nozo et puis le Nord est en train de se diviser. Il n'y a pas de paix avec ce monsieur. La seule façon d'avoir la paix avec ce monsieur, la seule façon d'avoir la paix au Cameroun, c'est que ce monsieur parte du pouvoir. Il ne faut même pas qu'il décède là-bas. Ça sera encore pire. Donc, il faut que vous vous réunissez, vous qui voulez voir vos enfants grandir, il faut que vous vous réunissez et qu'on l'accompagne tous. Plus on sera nombreux, plus ce sera dans la paix. Et moins on est nombreux, plus il y aura des victimes. Donc, il faut qu'on soit nombreux, massivement nombreux dans les rues pour que ce monsieur s'en aille dans la paix, pour qu'il fuit, comme le peureux qu'il a toujours été, pour qu'il fuit le Cameroun. Donc, voilà ce qu'il voulait dire. Genre, après, ça n'est plus rien à dire. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui veut monter? Vous pouvez monter. Salut, greffier. Ouais, salut. Je suis un peu occupé là, mais ouais, ok, je vous écoute. Moi aussi, moi je suis en télétravail là, mais bon, je peux tricher. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui veut monter défendre Paul Biya? Parce que monter défendre Paul Biya. Vous envoie votre. Ah non, j'ai cru que c'était non, c'est Raoul, ok. Ouais, c'est Raoul, c'est Ces derniers temps, on dirait qu'ils ont un peu honte, hein. Mais hier, j'ai vu des panels de Sardina où ils expliquaient que Paul Biya, là, ce mandat, c'est le mandat de la souveraineté totale, de la libération du Cameroun, des intérêts occidentaux. C'est vraiment le mandat où il va dépasser Ibrahim Traoré, quoi. 43 ans après, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Il va libérer toute l'Afrique dans ce mandat. Ouais, et tu sais ce qui va se passer quand on va le chasser. Il était à deux doigts de vraiment libérer le Cameroun, quoi. C'est ça, il allait sortir une monnaie. C'est quand il était prêt, quand c'était le moment que la France a décidé de le chasser. Mais tu sais quoi, Raoul, si on le chasse là, les gars vont faire la même propagande avec comme Gaddafi. Ils vont dire, vous savez, quand Paul Biya voulait créer 10 satellites, un au nord, un au sud. Il voulait libérer le Gabon, il voulait faire, je sais pas, un transafricain qui devait partir de Alger il devait construire des routes. Paul Biya, vraiment le libérateur de l'Afrique, on l'a retiré au pouvoir. Je crois que Simplice est un pro Biya. Il voulait parler. Pourquoi des Richter n'arrivent pas à monter? C'est bizarre. Si, il est là, des Richter. Il est là. Il y a Simplice, j'espère que tu es pour Paul Biya, parce que je t'ai fait monter. Tu peux ouvrir ton micro pour parler. Simplice Gang Badjo. C'est quoi ça? Il demande de monter pour rien dire. Bon. Tangandji. Simplice, ouvre ton micro. C'est un Tangandji qui vient nous expliquer dans le live. Ah, il est parti. Mais en tout cas, oui, par rapport à ce que... J'ai pas entendu tout ce que Serge disait. Je suis arrivé vraiment... il y a même pas 10 minutes. Les gens qui disent toujours la paix. Je veux dire, l'histoire du monde, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Si les Américains avaient dit
mieux la paix, bah, il serait resté une colonie britannique. Si les Français, je veux dire, toute l'histoire du monde, à un moment donné, on ne demande pas d'aller, on ne dit pas aux gens d'aller tuer les gens, évidemment. Il faut éviter de perdre des vies humaines. Mais les destructions matérielles, ça, c'est surtout vu ce qui a été construit au Cameroun, ça se récupère rapidement. Je veux dire, et puis il faut pas viser n'importe quoi. Je veux dire, il y a des lieux stratégiques. Il y a des lieux stratégiques, ça se reconstruit rapidement, en moins de 6 mois. Donc voilà. Maintenant, il faut pas, évidemment, il faut pas cibler les vies humaines, ça sert à rien. Il faut pas attaquer même les gendarmes et tout pour essayer de les tuer, évidemment. Mais un peuple a le droit de se rebeller. C'est comme ça dans l'histoire. Les peuples se sont rebellés, on a le droit. Faut arrêter avec ces histoires-là. Simplice est de retour. Salut, Oui, Simplice. bonjour. Bonjour tout le monde. Ah, moi, je croyais que tu étais un Dagandji qui venait en Soum Soum nous espionner. Ça va. Non, pas du tout. Non. En fait, je suis tombé par hasard sur votre live. Et dites-moi quand je peux prendre la parole. Vas-y, tu peux parler là, on te donne la parole. Ok, d'accord. Merci. En fait, déjà, du courage pour le combat. J'apprécie beaucoup le fait que les jeunes s'approprient ce genre de combat. Parce que l'avenir nous appartient ou appartient à nos enfants. Mais c'était juste pour faire une recommandation selon laquelle, en tant que jeune, malgré ce combat, ce qui se passe actuellement avec Paul Biya n'est qu'une bataille, ce n'est pas le combat. Parce que quand Paul Biya va partir, les choses vont changer, certes, mais le problème ne sera pas entièrement résolu. Ouais, qui l'a retiré? Parce qu'il a sûrement parlé de la France. Oh là là, putain. Peut-être, je sais pas, faut le faire remonter, il faut qu'il remonte. Faites le remonter, s'il vous plaît. Moi, j'allais justement le reprendre pour dire que le problème, c'est la France. Du coup, c'est Macron. Parce que j'étais sûr à 100% qu'il allait dire ça. Non, on sait jamais, peut-être que c'est pas ça. Hein. Faut qu'il remonte, il y a eu un problème. Vas-y, Simplice, t'as eu... Oui, donc je disais que pour moi, au-delà de Paul Biya et consorts, il faut comprendre que si vous prenez de la hauteur pour analyser, la politique telle que conçue aujourd'hui, dans la plupart des pays, n'est pas conçue pour s'occuper de la grande population. La politique aujourd'hui est conçue pour entretenir une caste. Quel que soit l'homme politique qui viendra, il viendra avec son équipe. Ils viendront s'enrichir. Ou on valide le fait que tous les 10 ans, tous les 15 ans, on fait une chaise ronde où une autre équipe vient manger. Ou à un moment donné, pour moi, je continue d'y réfléchir, mais je me dis que la politique aujourd'hui, telle que conçue, est pour entretenir les politiciens. Je peux te poser une question, Simplice? Oui, allez-y. Ou est-ce qu'il y a un endroit dans le monde où la politique n'a pas été conçue comme tu décris, où la politique sert à améliorer la vie des citoyens, où c'est mondial? Oh, il est encore parti, mais c'est pas possible. Il a le réseau. Ce que j'allais dire, Greffier, c'est que on va donner les résultats des élections. Bon, c'est prévu lundi. Et voilà, vraiment, je trouve que c'est un peu du hors-sujet. Voilà, les Camerounais veulent... Voilà, tu nous parles d'un truc d'après. Voilà, il faut rester dans le sujet. Tu vas tempérer les humeurs, en fait. Laisse les Camerounais dans cette humeur. C'est ça, en fait. Après, est-ce que tu non? C'est le fameux relativisme pour dire que de toute façon, en fait, c'est une technique pour dire de toute façon, vous êtes perdant. Celui qui va arriver après fera pareil. Ça me laisser pour le billard. On a compris. Les gens ne sont pas des enfants. Les gens savent que il n'y a pas surtout en Afrique, surtout au Cameroun, il n'y a pas de politicien parfait, de mec qui va débarquer. Et puis, en fait, en 5 ans, il y aura des TGV entre Garoua et Douala. C'est pas ce que les gens en disent. Mais une démocratie, un pays, une conscience nationale, ça se construit petit à petit. C'est-à-dire, quand on peut changer, quand on peut chasser un mec, voter un mec out, rentrer et sortir tous les 5 ans, ça permet de progresser. C'est-à-dire, on teste quelqu'un qui est venu avec un discours, par exemple, oui, je vais donner l'eau gratuite, le courant gratuit. On le teste, on voit que ça ne marche pas. Le peuple le chasse, le peuple a progressé. La prochaine fois qu'il va entendre encore ces discours, il dira, on a déjà vu ça. Donc en fait, le fait de changer de dirigeant, de les voter, de respecter la parole du peuple, ça permet de progresser. Et petit à petit, il n'y a pas de démocratie parfaite, il n'y a pas de pays parfait, mais tout le monde tend à s'en rapprocher. Donc il faut laisser les populations expérimenter des choses, échouer, se casser la gueule, progresser, améliorer. Tous les pays en Afrique ne se valent pas, tous les dirigeants ne se valent pas. Je veux dire, Patrice Talon, c'est pas Biya, c'est pas Tshisekedi, c'est pas Ouattara, c'est pas le roi du Maroc.
Et tous les dirigeants ne se valent pas, tout le monde n'a pas le même bilan. Donc, il faut laisser les Camerounais tenter quelque chose de différent. Après 43 ans, ils ont quand même le droit. Et puis, si ça échoue, bah, dans 5 ans, il y aura des manifs contre, ou dans 3 ans, ou dans 5 ans, contre Chiroma. Il y aura quelqu'un d'autre qui va venir avec un autre projet. Il va gagner haut la main. Et on jettera à la poubelle de l'histoire le mec qui n'a pas réussi à faire ce qu'il devait faire. En fait, Donc, ils voilà. font le sophisme de la solution parfaite. Les gars, ça n'existe pas. Même la démocratie, en fait, c'est, comment on dit, c'est un point de chute. Donc, on tend vers la démocratie. Il n'y a pas vraiment de trucs parfaitement démocratiques. Il n'y a pas vraiment de président parfait. La démocratie, c'est ça, c'est un processus, on apprend. C'est comme en informatique, le reinforcement learning. On apprend et on s'adapte, on apprend, on s'adapte, et ainsi de suite. Et donc, par exemple, pour ces élections-ci, moi, je veux absolument que le vainqueur des urnes soit dit. Voilà. Pourquoi? Parce que les Camerounais, cette fois-ci, ont mûri en tant que peuple. Premièrement, les Camerounais ont appris que il faut aller suivre les votes. Parce que moi, je n'avais pas vu ça avant. Cette année, les Camerounais ont suivi les votes, chacun a pris ses preuves. C'était fait d'une manière incroyable. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire que dans ce sens, la démocratie a mûri. Il faut absolument que ça marche. Deuxièmement, les Camerounais ont appris qu'ils pouvaient manifester. Ils pouvaient manifester pour donner le mécontentement, parce que les Camerounais ont dit ça que, en fait, ils peuvent sortir manifester. Et troisièmement, ça a été un peu proposé par Serge sur Facebook. Voilà, ça a un peu fait le tour. D'ailleurs, des ministres ont fait des retours dessus. Les chiffres ne valent rien. C'est que les Camerounais ont compris qu'avec les statistiques, on peut avoir des résultats. Et là, c'est aussi un élément qui fait mûrir la démocratie camerounaise. Et donc, moi, j'aimerais, vraiment, je souhaite de tout mon cœur que la vérité soit dite et que Chiroma passe. Parce que les Camerounais seront armés pour combattre Chiroma demain. Si Chiroma attend demain, ils vont refaire la même chose. Ils vont sûrement encore ajouter des trucs dedans, mais ils auront mûri en tant que peuple qui contrôle ces dirigeants. Et donc, c'est une très bonne chose, ces élections de cette année, pour la démocratie camerounaise. Ok, je sais pas, dans les commentaires, il y en a qui se plaignent qu'il y a quelqu'un qui les fait descendre. Je sais pas quel modérateur fait ça. Je sais pas qui sont les modérateurs ici. Ça fait 2 personnes. Et aussi Kamdoum qui disait on l'a fait descendre. Pareil pour Simplice. S'il vous plaît, évitez de faire descendre des gens. Laissez les gens être là. Voilà. Greffier, salut les gars. Salut. Oui, je voudrais dire que déjà, la première chose, c'est que on ne peut pas dire qu'il y a une politique où les politiques sont globalement faites pour enrichir l'élite, pas pour développer. Les politiques, dès la base, c'est l'ensemble de ce que l'État décide de faire ou de ne pas faire. Très souvent, dans le but de développer un secteur bien précis, on parlera des politiques sectorielles. Elles peuvent être énergétiques, elles peuvent toucher au transport et autres. Sauf que parfois, ce sont les personnes en charge de la mise en œuvre des politiques qui peuvent être des mauvaises personnes. C'est-à-dire, ils peuvent être des mauvais dirigeants. Ils peuvent être de mauvais gouvernants. Et en ce moment, on parlera pas de gouvernance responsable. On parlera de mauvaise gouvernance ou de gouvernance irresponsable. Donc, il ne s'agit pas de dire est-ce que les politiques vont changer tout d'un coup. Non, il ne s'agit pas de changer des politiques, mais il s'agit de changer déjà les personnes en charge de la mise en œuvre des titres politiques. Et c'est la raison pour laquelle les élections sont utiles. Si on peut décider de changer de président, c'est parce que peut-être on se rend compte qu'il n'a pas fait le job. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le principe de comptabilité. Donc, en anglais, on parle de principle of accountability. Quand il y a échec, c'est le dirigeant qui répond de l'échec. Quand ça marche bien, c'est lui qui répond des succès. Donc, si en 42 ans, on n'a pas pu évoluer, il faut bien qu'il y ait un responsable. Et il faut que le responsable soit sanctionné ou récompensé. Et ça, c'est au cours d'une élection. Donc, on peut nous ramener le sophisme de la solution parfaite pour nous dire, au-delà de Biya, il y a autre chose. Non, on fait d'abord partie les décideurs, on fait venir une autre équipe, on voit si elle fait bien ou si elle fait mal. Et après, on voit si on la maintient ou si on la change au profit d'une autre équipe. Donc, c'est un peu ça. Et en plus, avant de donner la parole à Kamdoum, et en plus, à chaque fois, normalement, quand vous êtes un peuple de qualité, vous comprenez de vos erreurs. Vous dites, le mec qui était avant, on l'a chassé, pourquoi? Parce qu'il avait trop de pouvoir dans les mains, il n'y avait pas de séparation de pouvoir, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Les partis d'opposition n'avaient pas de leur mot à dire dans l'Assemblée. Maintenant qu'on arrive avec un nouveau, on peut voter une nouvelle constitution dans laquelle on change les choses. Tout ce qui n'allait pas, tout ce qui allait mal, on essaie de le corriger. Alors, ce ne sera pas parfait. On ne sera pas arrivé au pays parfait où tout fonctionne bien, mais on aura amélioré quelque chose. On va faire que, je ne sais pas moi, les partis d'opposition ont le droit de contrôler les partis majoritaires grâce à je ne sais pas quelle commission. On organise des trucs, on met des nouvelles choses dans la loi ou dans la constitution pour régler les problèmes qu'on a déjà eu dans le passé. C'est pour ça qu'il faut alterner. Parce que quand on alterne, c'est le moment de changer, c'est le moment de
de rajouter des nouvelles articles de loi, de nouvelles façons de faire. Donc cette histoire de, bon, il ne va pas régler tous les problèmes, il ne sera pas forcément mieux, donc mieux on reste avec celui qui est là. Non, mais c'est pas possible ça. Mieux on reste 100 ans avec celui qui est là parce que le successeur, lui aussi, va voler. Non, mais c'est quelle réflexion? Voilà. Bon, je passe la parole à Kamdoum. Kandoum. Oui, merci de me passer la parole. Bonjour à tout le monde. Tout à l'heure, le greffier vient de faire le point sur la maturité du peuple, que je partage entièrement, parce que ces élections donnent vraiment la place du peuple dans la gestion de la société, quoi. Et le fait de changer de régime permet de donner un droit de regard aux futurs dirigeants du Cameroun. Parce que là, maintenant, le peuple pourra dire, hey, écoute, si tu fais mal, tu dégages. Et on est capable de te faire dégager quand on veut. Et en fait, c'est ça le pouvoir du peuple. Et moi, je suis surpris parfois d'entendre des Camerounais qui disent, oui, Jérôme a été ministre, et qu'est-ce qu'il a fait? Moi, ça me fait rire parce que la politique, c'est aussi un jeu. Étant ministre de la communication, par exemple, il ne faisait que communiquer ce que le gouvernement voulait qu'il communique. Il ne pouvait pas sortir et puis dire autre chose. Et en plus de cela, Jérôme a reconnu son tort. Il est allé dans le Nozo, il a demandé pardon. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne le guette pas. On le guette. Et tout ce qu'il aura à faire maintenant, c'est d'aller jusqu'au bout. Parce que là, il ne peut plus faire marche arrière. C'est d'aller jusqu'au bout. Et donc, moi, je disais que la voix du peuple, en fait, c'est ça qui doit être respecté. Et non le fait de dire, Jérôme était ministre, il n'a rien fait. On s'en fout. Ça pouvait être Chantal Biya qui se présente. Si le peuple voulait que ce soit Chantal Biya, la présidente, elle allait être la présidente. C'est le peuple qui décide et on se plie à cela. Et donc, moi, je souhaite véritablement que le Cameroun aille de l'avant. Moi, ça me fait mal. Moi, je suis un jeune, j'ai à peine, je veux dire, 32 ans, 33 ans. Et tout récemment, j'ai eu à avoir une nationalité européenne pour des raisons économiques. Mais c'était vraiment un pas contre cœur parce que, voilà, abandonner ma nationalité camerounaise juste pour une question économique, ça fait un peu mal. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Donc, c'est un peu dommage parce que l'expertise que j'ai, je ne peux pas revenir au Cameroun de manière, je dirais, d'une manière facile et pouvoir apporter aussi ma connaissance. Vous voyez, et des Camerounais comme moi, il y en a des milliers qui, pour des raisons économiques, ont migré ailleurs et aujourd'hui ne peuvent pas retourner au Cameroun pour vraiment participer à la construction du pays. Moi, je dis, si... Ça aussi, c'est un truc, justement, tu vois, le changement de régime, ça permet de changer ça. Rapidement, vous pourrez mettre en place le retour de la binationalité, une nouvelle constitution, évidemment, et tous les Camerounais, comme Serge, connaître ou comme toi, pourront aller chercher leur passeport et leur carte d'identité à l'ambassade tranquillement, tu vois. C'est comme la plupart des pays civilisés. Donc, tu vois, les changements, ça ne sert pas à rien, les changements. Effectivement. Et donc, du coup, aujourd'hui, je vois un peu les choses de loin, même si j'aimerais participer à 100% dans le développement de mon pays. Vous voyez, c'est une barrière. C'est une barrière quand moi j'ai des amis du Nigeria qui ont 2-3 nationalités, ont des business au Nigeria, ils développent leur pays. Ils sont en Grande-Bretagne, ils développent leur business. Ce n'est qu'avantageux. Ce n'est qu'avantageux pour tout le monde. Dans un pays où l'alternance est la règle d'or, où les pouvoirs ne se sentent pas menacés par la force étrangère, ben, ils vont voir l'étranger comme une force. Quand tu vas dans la diaspora, tu ramènes des capitaux et c'est ce qui compte. Que ce soit pour toi, que ce soit pour lui, n'importe qui, c'est ce qui compte. Dans un régime qui veut se conserver, il va s'appuyer d'abord sur l'abrutissement des gens. C'est pour ça que tu vois des idiots utiles répéter les PVDL comme sont les seuls qui font foi. Ben, tu vois très bien que quelqu'un qui vient de la diaspora, qui a un cerveau qui fonctionne,
Il va jamais te dire ça. Quelqu'un qui veut vraiment apporter pour son pays, parce que tu as des gars de la diaspora, tu as des sardinats dans la diaspora qui soutiennent Paul Biya. Mais c'est des sardinats inutiles, c'est-à-dire que même si on dit on veut développer le pays, qu'est-ce que vous pouvez apporter? Ils n'ont aucune compétence concrète, quoi. Ça va parfois être des gens qui sont chômeurs ici, ou des gens qui ont fait histoire. C'est-à-dire que concrètement, ils ne peuvent rien apporter dans le développement, et donc forcément, ils ne s'en sortent pas ici. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ils vont voir ça comme un danger. Ça les inquiète, ces gens-là. Ok, ils vont amener l'argent, mais qu'ils aient le droit de regard sur ce qu'on fait, ils sont capables de montrer nos incohérences. Parce qu'ils viennent d'un pays où on fait les choses correctement. Donc s'il y a des choses qu'on fait mal, ça va être les premiers à le dénoncer. Et s'ils se présentent contre nous, ils auront des munitions contre nous. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va aller contrecarrer. Et ça, ce n'est pas que Paul Biya, hein. Ça vient d'Aïdjo. C'est Aïdjo qui a mis ça en place. Et autant vous dire que ça n'a pas spécialement déplu à Paul Biya. Ça arrangeait bien Paul Biya, ce genre de système. C'est pour ça qu'il n'a rien fait pour changer. Par contre, un système qui est là de façon transitoire, qui ne cherche pas à se maintenir de façon longue, indéfinie, étant donné que Chiroma, il a un soutien majoritaire dans la diaspora, et il n'a pas, je ne crois pas que ce soit son rêve de vouloir arriver ou de vouloir rester jusqu'à 92 ans au pouvoir, quoi. Donc, ce qui ferait 16 ans, hein. Donc je ne crois pas que ce soit son rêve. Donc ça peut être, comme disait Greffier tout à l'heure, un des premiers sujets sur la table qu'il peut avoir à traiter et régler ça le plus vite possible. Mais on a réussi à transformer ça chez les Camerounais comme c'est prendre la nationalité, prendre une autre nationalité. Oh, c'est renier son pays, c'est trahir son pays, c'est être coupable, machin. Mais c'est des conneries. Une autre nationalité, parfois, ça te permet d'avoir des beaux postes. Quand Gon a commencé à monter dans l'échelon de Renault, on lui a dit, mon ami, tu ne peux pas occuper de tel poste si tu n'es pas français. Donc à un moment donné, le patron de Renault, c'est l'écurie française, c'est quand même quelque chose. Ok, tes compétences nous sont très chères, mais tu ne peux pas rester avec une nationalité libanaise. On lui a donné la nationalité française. Mais il n'a jamais été moins libanais et brésilien que français. Il était libano-brésilien. Il n'est pas devenu moins brésilien. Il est entré chez Michelin d'abord parce qu'il voulait aller travailler au Liban, au Brésil. Donc, on a réussi à monter les Camerounais entre eux, que celui qui a une nouvelle nationalité, c'est un traître. Et tu as des abrutis utiles qui viennent souvent sur la toile qualifier les gens qui ont un passeport français de traître. Ouais, tu as trahi ton pays, tu as abandonné ton pays. Alors qu'en fait, on envoie l'argent là-bas plus que la plupart des personnes qui sont ici avec leur propre nationalité. Quand on envoie l'argent, ça permet de faire tourner l'économie. C'est d'ailleurs ce que je voulais expliquer. C'est d'ailleurs ce que je voulais expliquer. Pour être plus précis, la chose qu'ils détestent le plus, tu sais pourquoi ils détestent plus la diaspora? Pourquoi la diaspora leur fait peur? Parce que la diaspora, c'est une classe de Camerounais qui, en grande majorité, n'ont pas faim, qu'on ne peut pas tenir par le ventre. Parce que le Camerounais qui est au Cameroun, on le tient par le poste. Oui, le pain sardine aussi. Hein. Le pain sardine ou le poste, c'est-à-dire tu critiques, tu es policier, tu fais une micro-critique, tu perds ton petit salaire de policier, tout ça. Donc on les tient. Donc comme on les tient, ils ferment leur bouche et ils disent... Il n'y a même pas que ça, parce qu'enlever un policier du boulot, je veux voir mes enfants grandir, je veux voir mes enfants grandir. Mais un mec qui est à Londres, qui est à New York, qui est à Paris, qui a son salaire, il peut dire la vérité. Il s'en fout. Vous le tenez avec quoi? C'est pour ça, en fait, que d'un coup, mieux vaut, tous ceux qui sont à l'étranger ne sont pas des Camerounais, ils perdent leur nationalité. Comme ça, ils ne peuvent plus agir dans le jeu politique. Voilà. Ils sont des étrangers. Tout à fait. Et encore au pays, même la meilleure façon parfois de tenir les gens, quand tu es policier, tu as un policier qui est arrivé quelque part, qui a fait sa corruption, il est au port, il récupère ses bakchiches, il construit sa maison à Douala. La pire des choses qui puisse lui arriver, c'est que tu l'affectes à Tcholiré. Voilà. Donc, un, il perd ses avantages. Deux, il quitte sa belle maison et qu'il a durement travaillé en ponctionnant le pognon aux gens pour construire, quoi. Donc oui, donc ils sont obligés d'être tous réservés Sardina parce qu'il y a moyen de les tenir. Tu as vu à la vitesse à laquelle le ministre du Sport a affecté un fonctionnaire qui soutenait Samuel Eto'o. C'est-à-dire qu'on l'a affecté à Mulundu, là-bas près du Congo, quoi. Aïe, aïe, aïe. Et je voudrais rapidement ajouter, parce que je vois dans les commentaires des gens qui disent qu'ils n'assument pas. Je voudrais dire ici, nous sommes ici sur TikTok, vous ne savez pas la vie des gens. Et juste pour donner une petite illustration, j'ai eu 2 conteneurs, plein de produits, des équipements pour des cliniques que j'ai au Cameroun, qui ont été bloqués au port. Parce qu'il fallait que, à chaque niveau, à chaque étape de dédouanement, il fallait donner un pourboire. Vous voyez un peu à quel point ça détruit quelque chose qui va aider des gens. Vos mamans qui sont dans les villages là-bas, tout le matériel est bloqué au port. Pourquoi? Parce qu'il faut corrompre, parce que je ne suis pas camerounais. Mais qu'est-ce que les gens racontent là? On ne va pas entrer dans les détails, nous sommes sur TikTok, mais
Vraiment, prenez une certaine hauteur lorsqu'on parle. Merci. Très bien. Je sais pas connaître des Richer, vous avez un truc à dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter? Bon, j'ai pas vraiment grand-chose à dire. Je crois que j'ai déjà un peu tout dit. Et voilà ce que Serge disait, oui, par rapport au fait que ils essayent de corrompre ils essaient de corrompre en fait, ils tiennent les gens au Cameroun. Ça, c'est clair. Voilà, et il y a beaucoup de personnes qui veulent même, voilà, qui veulent même le changement et tout, qui essayent de faire le truc, mais tu es tellement tenu par, voilà, le fait que, voilà, ta vie est vouée. Par exemple, tu vois, tous les journalistes qui font la propagande du régime. D'ailleurs, il y a Bruno Bidjan qui disait hier dans une vidéo que oui, si Paul va tomber, moi, je suis tombé. Voilà. Donc, c'est vraiment un monde très, très, c'est la dictature, comme on dit souvent, là, la dictature, c'est très imprévisible. Voilà. Aujourd'hui, ceux qui soutiennent, demain, on peut les mettre en cellule. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et, comme on dit, il y a que le peuple qui doit agir et régler tout ça, quoi. Ah, du coup, il n'y a plus personne, hein. Je crois que le live il va s'arrêter là, hein. Il y a quelqu'un qui veut monter? Ouais, vraiment, il n'y a plus personne, hein. Tiens, je crois que tu vas couper ton live, hein. Ouais, Serge.